Julian, le tyran fou de l'Empire. Un sociopathe redouté comme le démon du front nord. Le bourreau rieur, impitoyable, rusé et cruel au-delà de toute croyance. Un monstre qui ne s'incline devant personne, ni roi, ni dieu. Mais dans ce corps de méchant vit une autre âme. Un joueur qui a maudit le jeu, maintenant forcé de le réécrire. Peut-il changer le destin en portant le masque de la peur? Voyons cela. Dans le désert montagneux, un héros était à genoux devant un méchant. Julian s'approcha, traînant une épée ensanglantée, et dit que même lui, que tous appelaient un héros, était tombé. S'il avait pensé à sa sécurité et était resté dans son beau manoir, cette tragédie ne serait pas arrivée. Il essuya le sang de son épée et ajouta qu'il n'était plus qu'une étoile déchue. Heidenreich le fixa avec haine et demanda comment il pouvait lui faire ça. Il répondit qu'il aurait dû mieux le traiter pendant qu'il le soutenait comme héros. Hayden mit la main sur sa poitrine et demanda, incrédule, s'il pouvait vraiment le tuer, lui, son maître, si impitoyablement. Julian réfléchit un instant, puis rit et leva son épée, disant qu'il le ferait sans hésiter. Et ainsi, Hayden a été tué par le méchant. En voyant cette fin, Li Shihu se prit la tête entre les mains. Il a attrapé le moniteur et a crié que cela ne pouvait pas être vrai. Il ne pouvait pas croire qu'un Hayden si inutile soit mort. Il venait de voir la bande-annonce du DLC pour le jeu. Tuons le roi démon. C'était étrange que les développeurs aient révélé une partie si cruciale de l'intrigue, car Heidenreich est un personnage clé. Il était un héros du front nord, guidant les gens même dans les pires situations. C'était un brillant chasseur de démons et une légende, incarnant la noblesse. L'essentiel est qu'il représente le héros central du jeu. Comment pourrait-il périr de cette manière? Surtout, être tué par un traître envers son maître. Aux mains de Julian. C'était la question qui tourmentait actuellement Shihu. Il était tellement furieux qu'il était prêt à casser son moniteur et à commencer à blâmer les développeurs pour tout. Il avait de très grands espoirs pour ce DLC, et ils avaient tout gâché. Il est classé premier dans le jeu et il a dépensé un total de 38 millions de wons et 100 000 heures de son temps dessus. Après avoir lu les commentaires de cette bande-annonce, il fut surpris. La plupart des joueurs étaient contents que le héros du jeu cette saison soit le méchant Julian. Il était très en colère car, selon lui, ce n'était pas du tout cool et ce n'était qu'un traître. Il a donc décidé d'écrire son opinion. Dans les commentaires. Il a écrit qu'il ne comprenait pas pourquoi cet imbécile était le héros et qu'il annulerait la précommande tout de suite. Il a tenu parole et a annulé d'un clic. Après ça, il a jeté tout le merchandising du jeu et a dit qu'ils avaient repassé un bon moment, mais c'était tout. Ensuite, il s'est allongé sur son lit et a commencé à maudire ce jeu bête. Mais il ne pouvait pas simplement l'éjecter de sa vie. Il se sentait même un peu triste car d'autres jeux n'ont pas d'aussi bon graphisme et un monde aussi vaste. Cela protégeait son cœur. Fatigué par la réalité. Après son premier emploi, ce jeu était son refuge. Maintenant, seule sa plante préférée lui reste. Il prit le pot de fleurs et le serra, pensant que s'en occuper le sauvait de la tristesse. Puis, il vaporisa les feuilles et comprit pourquoi les personnes âgées aiment cultiver des orchidées. J'espère qu'il ne finira pas comme ce jeu et qu'il grandira bien. Alors qu'il prenait soin de sa plante, une notification retentit et il se tourna vers l'ordinateur. Il a reçu un message du développeur du jeu. Il a demandé « Cela fait 5 ans qu'il joue à ce jeu, non ?» Il a regardé le moniteur avec incrédulité, se demandant si c'était un message automatique. Mais il a quand même décidé de répondre au développeur et a écrit qu'il jouait vraiment à ce jeu depuis 5 ans. Le développeur a dit qu'ils avaient vu qu'il avait annulé la précommande du nouveau DLC. Il n'aimait pas la suite. Il fixait le moniteur, perplexe, se demandant ce qui se passait. Il refuse de le rembourser. Il vit qu'il lui écrivait à nouveau, puis il reçut une sorte de lien. Dès qu'il cliqua dessus, l'écran s'illumina vivement, l'aveuglant. Et pour une raison quelconque, un vent s'est levé dans la pièce. D'abord, il s'est figé de stupeur, et lorsque sa tête a commencé à être aspirée dans le moniteur, il a essayé de s'en sortir et a réalisé qu'il devait éteindre l'ordinateur immédiatement. Il a tendu la main vers le bouton d'alimentation, l'a pressé plusieurs fois, mais l'ordinateur ne répondait pas et il a paniqué. Puis, un cri fort s'est fait entendre. Il a été aspiré et le moniteur s'est éteint. Pendant ce temps, il se retrouva dans un lieu inconnu avec sa fleur préférée. Il avait l'impression de chuter et aperçut un désert en bas. Il est tombé au sol, portant des vêtements différents. Après un atterrissage difficile, il a levé la tête et a rapidement regardé autour. Il se retrouva sur le lieu de la dernière bataille de Hayden et Julian. Dès qu'il se releva, il tomba sur un grand scorpion. Quand il l'attaqua, il l'esquiva par miracle, puis courut en criant fort. Il se tourna vers le scorpion et pensa que s'il le frappait, il n'en resterait rien. Le scorpion le rattrapa vite. Il couvrit son visage de sa main, déjà effrayé de mourir. Mais lui, sans ressentir de douleur, regarda le monstre. Pour une raison, il ne l'avait pas touché. Il se baissa rapidement. Le scorpion attaqua, et lui, serrant les dents, envoya tout valser et frappa le monstre de toutes ses forces.
Quand il tomba au sol, il soupira de soulagement et se demanda s'il avait réussi. Qu'est-ce qui se passe? Son corps a-t-il toujours été aussi léger? Il se souvenait de la fenêtre système décrivant les traits de son personnage. Les développeurs proposèrent de changer l'histoire, et il se demandait s'il était vraiment devenu un personnage du jeu. Alors que le scorpion l'attaquait encore, il s'enfuit en criant. Quand le monstre se jeta sur lui, il se retourna avec excitation et dégaina son épée, pensant ne pas comprendre ce qui se passait. Mais heureusement, le personnage qu'il était devenu était Aiden Reich. Il avait joué ce personnage pendant plusieurs milliers d'heures. Rassemblant toute sa force dans ses mains, il abaissa l'épée, provoquant un éclat bleu vif et infligeant un coup puissant au monstre, qui le tua immédiatement. Il observa le corps de l'insecte avec un sourire et reprit son souffle, pensant que c'était attendu vu la force de Aiden. Grâce à cela, il pourrait changer l'histoire et empêcher Julian de le tuer. Le système a indiqué qu'il avait maîtrisé l'escrime de base, frappe du croissant. Cela l'a troublé car Aiden n'avait pas ces techniques, et une pensée l'a fortement alarmé. Il ôta sa capuche, saisit son épée et observa son reflet dans la lame, ce qui fit aussitôt écarquiller ses yeux de surprise. Ensuite, le système décrivit l'apparence de son personnage. Cheveux argentés, yeux étroits, visage impassible. Épéiste exceptionnel, réceptacle du roi démon, avec un contrôle parfait du mana et des instincts incroyables. Son nom est Julian Crifar Placem. Réalisant qu'il était le méchant, il se prit la tête et jura. Le système rapporta que Julian traite toujours tout le monde avec respect, rendant son cri aussitôt poli. Le temps passa. Au palais, il se regarda dans le miroir, hypocrisie vivante. Un foyer de trahison, décrivant Julian. Un personnage au regard rusé semble vraiment maléfique. Il n'aurait jamais imaginé devenir ainsi. Il ouvrit les yeux et se demanda pourquoi il ne pouvait pas les ouvrir plus grands. Il n'arrivait toujours pas à accepter qu'il devait vivre dans ce corps. Une semaine entière était déjà passée. Il tentait de revenir à la réalité, détruisant tout autour et demandant au système de le renvoyer. Il secouait la fenêtre de statue, cherchant des infos, mais en vain. Il n'a pas réussi, cependant. En raison de son trait de discours formel, il est obligé de parler uniquement poliment, même à lui-même, ce qui l'irrite beaucoup. Mais il aimait quelque chose dans son nouveau physique. Son visage était mignon. Il comprenait pourquoi ce personnage était populaire. Il s'approcha du miroir et se demanda si son rapport tête-corps était de 1 à 8 ou 9. Pendant ce temps, Héron allait vers sa chambre, nerveux. Sachant ce que Julian était vraiment, il avait l'impression de marcher vers son exécution. Il frappa à la porte, entra et salua Julian. Il le regarda, pensant qu'il était un parent de la famille Cripart. Que voulait-il? Le pauvre homme frissonna de peur sous son regard, mais essayant de ne pas le montrer, il lui demanda comment il allait. MC le remercia et lui dit que tout allait bien. Et l'homme sourit nerveusement, disant qu'il était heureux de l'entendre. Il s'inquiéta en apprenant que leur unique Julian avait perdu connaissance. Il rit nerveusement, puis un silence gênant s'installa et MC se demanda ce qu'il voulait. Personne d'autre qu'Aran n'était venu. Comment Julian réagirait-il? Héron, lui, pensait qu'il était si effrayant qu'aucun muscle de son visage ne bougeait. Même s'il était venu le voir, c'était un dur. Peut-être devrait-il essayer de le secouer. Il a parlé d'une rumeur sur sa perte de mémoire. MC sourit nerveusement et, repensant à son comportement récent, pensa que c'était pourquoi les gens chuchotaient en le voyant. Mais il semble vraiment suspect. Remarquant qu'il était perdu dans ses pensées, Héron fronça les sourcils et se demanda s'il était désemparé. Il dit que ce n'était que des commérages, donc il ne devrait pas s'inquiéter. Mais soudain, Julian l'appela avec un sourire, le faisant sursauter. Il lui demanda alors s'il y croyait vraiment. Iran frissonna à cette question et faillit tomber de peur. Il comprit qu'il n'était pas perdu et déclara avec enthousiasme qu'il n'y croyait pas. Il observa son sourire, ses yeux. Difficile de savoir ce qu'il planifiait. Peut-être que Julian avait compris qu'il était là sur ordre de l'association des anciens nobles. Il se ressaisit et lui conseilla de ne pas trop prendre au sérieux les rumeurs des domestiques. Il n'était pas venu ici seulement parce qu'il avait appris son état. L'association des anciens lui avait demandé de transmettre un message. MC savait quel genre d'association c'était. Créé par des aristocrates, il valorisait toujours la lignée. Les descendants directs ne resteraient pas inactifs si un membre d'une famille secondaire essayait de prendre le pouvoir. Julian venait d'une famille secondaire, se voyant comme un serviteur de la maison dirigeante. Son talent exceptionnel pour l'escrime et ses capacités magiques étaient une telle menace pour cette organisation qu'il voulait l'éliminer. Il devait donc être prudent. Il a demandé ce qu'ils avaient dit et Aran lui a dit qu'il devait participer au test d'entrée de Shut Eyes en tant qu'inspecteur. Les Shut Eyes accomplissent secrètement des tâches pour le palais, souvent comme garde de la cour. Cette organisation unique a des membres aux capacités de combat incroyables. Julian est membre des Shut Eyes, mais il est suspect que ceux qui le méprisent le nomment. MC se demanda donc s'il devait vraiment faire ce qu'il demandait.
Remarquant qu'il était perdu dans ses pensées, Aram sourit, pensant qu'il ne tombait pas dans les pièges de l'association et ne les écoutait pas. Alors, comment le persuader? À sa surprise, ils n'eurent rien à faire. MC accepta de venir comme inspecteur, ce qui choqua le gars. Il s'inquiétait pour sa santé et, en retirant le bandage de sa tête, il affirma avec assurance que rien ne lui faisait mal. Garand était terrifié, tellement nerveux qu'il transpirait, mais il ignorait que Julian l'était aussi. Il lui a dit de se préparer et de partir, puis s'est précipité vers la porte, pensant que s'il restait, il ignorait ce que Julian pourrait faire. D'abord, il devait s'éloigner, mais quand Julian a demandé d'attendre, il s'est figé, se demandant s'il le laisserait partir. Déjà retourné, prêt à supplier pour sa clémence, MC, voyant sa peur, lui a tendu une orchidée en disant qu'il voulait juste la lui donner. Cela l'aiderait à se calmer. Après cela, il quitta la pièce avec l'orchidée. Ses jambes fléchirent de peur et il tomba, respirant lourdement. Il avait déjà oublié qu'on l'appelait le bourreau rieur. Pendant ce temps, MC regarda autour de la pièce pleine d'orchidées et soupira, voyant qu'il en avait enfin rangé une. Sa chambre était ornée d'orchidées parce qu'il l'avait entendu les mentionner dans un rêve. Non, maintenant il devait tout donner puisqu'il l'attendait. Il décida de se préparer rapidement et prit l'épée, pensant que Julian n'était pas assez stupide pour sortir sans armes. En ouvrant le placard, il découvrit des tenues vives au motif criard et pensa, horrifié, est-il fou? Ses vêtements sont affreux. Mais comme il devait agir comme Julian, il enfila le manteau le plus normal de sa collection, après quoi il dit à Aaron qu'il était prêt. Il frissonna de peur et MC quitta la pièce en disant qu'il devait y aller. Il attendait déjà avec impatience l'entretien. Où cela se passera-t-il? Ensuite, ils partirent en calèche et Aaron lui dit que l'examen d'entrée pour Shut Eyes aurait lieu sur le terrain d'entraînement de l'Académie VL. Julian pensait que cet endroit n'était pas crucial dans le jeu, mais il s'en souvenait. Il dit à voix haute qu'il était curieux de savoir quel genre d'académie c'était, et le gars, perplexe, leva un sourcil en disant qu'il y avait déjà étudié. MC a vite corrigé son erreur et a dit que beaucoup de temps avait passé, donc il était sûr que l'académie avait changé. Iran n'a pas posé de questions inutiles et a soupiré de soulagement, pensant que Julian avait fréquenté cette académie, donc il espérait qu'il n'y avait plus de vieilles connaissances. Bientôt, ils atteignirent l'académie. Un grand et beau bâtiment se dressait devant eux. Le MC sourit en remarquant qu'en vrai, l'académie était aussi grande que dans le jeu. Aran ne comprenait pas de quoi il parlait et a ri, disant que ce n'était pas important. Le gars, mal à l'aise, a souri en se frottant les paumes, pensant que les graphismes du jeu n'étaient rien face à la réalité. Aran, entre-temps, le regarda nerveusement, pensant qu'il était trop effrayant. À voir son visage, il préparait quelque chose. Julian se tourna aussitôt vers lui, se demandant s'il avait trop peur. Il se sentait mal à l'aise. Il l'appela, le faisant sursauter encore, et dit avec un sourire qu'il pouvait partir. Il lui était reconnaissant de l'avoir accompagné, mais contrairement à ses attentes, il voulait rester pour voir comment l'examen se passait. Cela a éveillé des doutes chez MC. Il le regarda avec méfiance, pensant qu'il voulait partir vite. Et quelle est cette aura troublante apparue récemment au-dessus de lui? Une aura sombre émanait de lui. Ce n'est ni du mana ni du pouvoir, mais son émotion. Est-ce vraiment ainsi que la peur se manifeste? Il a ouvert la fenêtre du système et a découvert que son personnage a le trait de couleur négative d'un rang unique. Il peut percevoir les émotions négatives envers lui et distinguer les émotions par la couleur de l'aura. Maintenant, Julian comprenait tout. Il pointa la fenêtre du système, qui apparut juste devant elle, et il demanda avec confusion pourquoi il pointait son doigt vers lui. Cela a dû être étrange, le type bizarre qui vous pointe du doigt sans rien dire. Pendant ce temps, MC se souvenait que son personnage dans le jeu était toujours doué pour capter les émotions des autres, et il était particulièrement habile à utiliser l'émotion que tout le monde ressent, la peur. Il pouvait gagner un combat sans le commencer. Il utilisait aussi la colère pour déstabiliser son adversaire et lui faire plus d'erreurs. Tout semblait reposer sur ce trait. Dans ce cas, si Aran n'est pas parti malgré la peur et est resté, c'est sûrement parce que les anciens lui ont demandé de le surveiller. Ils le voient comme une épine dans leurs pieds, mais il peut comprendre cela. Julian est infâme, donc les anciens veulent sûrement s'en débarrasser. Avec la rumeur de sa perte de mémoire, ils vont vite en profiter. Bien sûr, il ne les laissera pas faire. Il doit survivre et retourner dans le monde réel. Alors qu'il réfléchissait à cela, un étudiant l'a bousculé et en se frottant la tête meurtrie, il s'est excusé auprès de lui. Mais lorsqu'il a vu le sourire sinistre de Julian, il a crié de peur et est tombé par terre en demandant si c'était bien lui. MC comprit vite ce qui suivrait ce cri. Tous les étudiants autour tremblèrent de peur. Ils ne comprenaient pas pourquoi le sbire fou de la famille dirigeante était présent. Le gars qui l'avait bousculé était fini. Aran devint très inquiet et demanda à Julian de se calmer parce que ce n'était qu'un enfant. Tandis que Julian fronçait les sourcils et pinçait les lèvres, s'exclamant mentalement qu'il n'avait encore rien fait,
il serra nerveusement le poing et réalisa que c'était compréhensible car lui aussi détestait Julian. Il regarda les gens autour, ressentant peur et colère. Il ferma les yeux, se demandant pourquoi Julian ne pouvait pas être plus aimable. Il était mauvais qu'il attire tant d'attention. Il devait apaiser les étudiants d'une manière ou d'une autre. Une fille sortit de la foule, pas du tout intimidée par lui. Elle le salua et il la regarda surpris, se demandant si c'était Eileen Donaten, un des personnages principaux du jeu et instructrice à l'Académie VL. Elle est liée à la tour magique de l'Empire d'Adratan et est une mage brillante qui contrôle l'élément du métal. À 24 ans, elle possède le 5e cercle. Elle a donné à Hayden plein de conseils durant l'arc de l'Académie. Mais pourquoi l'a-t-elle salué? Se connaissent-ils? Il se frotta le cou, perplexe, pensant qu'elle allait détendre l'atmosphère. Mais il sentit une négativité émaner d'elle, ce qui n'était pas bon. Peur? Colère? Non, c'était de l'hostilité, habilement cachée derrière un sourire. Mais pourquoi? Qu'avait fait Julian? Elle était une mage avancée, et il ne pouvait pas la laisser le soupçonner, donc il devait résoudre la situation vite. Il sourit en coin, l'appelant semi-homme, et demanda qui lui avait permis de lui parler ainsi. Son aura changea de couleur, et son sourire s'effaça. Une tension s'installa entre eux, et il se prit la tête, voyant qu'elle avait perdu ses mots. Le problème était qu'il était Julian maintenant, donc cela n'apaisait pas la tension et restait inutile. Mais il opta pour jouer au méchant et sortit son épée, demandant si Louis des semi-hommes était toujours aussi mauvaise. Voyant cela, le pauvre garçon prit peur et Eileen devint méfiante. Puis il demanda d'un ton sinistre s'il savait quelles sont une personne aimée en mourant. Voyant sa tension, il jubila, pensant « Est-elle effrayée maintenant ?» Peut-être qu'elle s'est calmée, mais elle n'a pas réagi comme prévu. En réponse, elle activa la magie et dit que même s'il venait les yeux fermés, il ne devait pas agir ainsi devant les étudiants et l'instructeur. C'était clairement de la violence contre l'Académie, donc elle ne peut pas le laisser faire. En entendant cela, il est devenu nerveux. Il ne s'attendait pas à un tel tournant, et elle lui a dit de se préparer car elle est une adversaire coriace. Il devint nerveux, pensant battre en retraite après l'avoir effrayé avec sa méchanceté. Ensuite, la fille l'attaqua, créant un éclat lumineux entre ses mains avant de le frapper avec un morceau de métal. Il s'est précipité pour le bloquer, mais à l'impact, son épée a été projetée vers le bas. En voyant les fragments éparpillés, il s'est demandé s'ils allaient vraiment se battre. Eileen, entre-temps, se tourna vers les étudiants et leur dit de fuir vite. Eux, jetant un regard craintif à Julian, s'éloignèrent rapidement et coururent avec elle. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait ici et se disaient qu'il aurait dû partir quand Julian l'avait conseillé. Pendant ce temps, il rit, attirant l'attention de la fille, et se précipita sur elle en disant qu'elle n'aurait pas dû se laisser distraire en plein combat. Elle a immédiatement érigé une barrière protectrice devant elle, mais comme elle n'a pas pu réagir à temps, il l'a brisée en morceaux et s'est approché d'elle, ce qui a fait rougir son visage. Dans un cri puissant, elle tendit les mains et lança un flot de magie vers lui, qu'il esquiva, ce qui l'obligea à augmenter la distance entre eux. Il remarqua que le coup était effrayant, comme si elle y avait investi de l'émotion. Pendant ce temps, elle reprit son souffle, pensant qu'elle ne voulait pas frapper pour tuer, mais il esquivait chaque coup. C'était prévisible. Elle l'avait jadis vu comme l'aristocrate parfait quand elle était étudiante à l'académie. Elle et les filles le fixaient car il paraissait bien plus charmant que les autres aristocrates. Eileen rougissait en le voyant. Elle l'aimait vraiment et le trouvait cool. Bien connecté et grâce à son habileté à l'épée, il était vu comme une étoile montante de l'Empire. En le regardant, elle espérait que son origine de famille secondaire ne serait pas un obstacle. Elle l'admirait. Elle pensait qu'il changerait vraiment les préjugés de la société sur ses familles. À cette époque, elle ne distinguait pas bien respect et amour pour lui. Alors elle a avoué ses sentiments et a été rejetée. Maintenant, se souvenant de tout ça, elle a décidé de se venger de ce refus et a rassemblé furieusement une grande masse de magie, le rendant nerveux. Quand elle tira de nouveau, il esquiva et trouva ça juste. Mais pourquoi rougissait-elle? Était-elle vraiment si en colère? Elle lui ordonna avec colère d'encaisser le coup. Lui, voulant en finir, se glissa derrière elle, ce qu'elle n'avait pas prévu, puis la frappa doucement à la tête avec le pommeau et, souriant, lui proposa d'arrêter ce jeu. Ses actions l'embarrassèrent encore. Elle se tourna vers lui et s'exclama « Que fait-il? La méprise-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé son épée de lune quand elle était à découvert? S'il avait voulu, il l'aurait tuée. » Elle savait qu'il avait assez de mana, alors pourquoi pas? Il sourit et demanda « Veut-elle vraiment savoir ?» Elle rougit à nouveau et pensa qu'il admettrait difficilement ses sentiments après si longtemps et lui demanda de lui dire la raison. Il désigna Aaron, qui riait nerveusement derrière lui, et dit qu'il était là pour la première fois, donc il ne pouvait pas l'emmener sur le site de test et les autres étaient trop effrayés. Cela la laissa sans voix et lui, la traitant encore de semi-portion, lui demanda de l'emmener au site de test. Elle devint très en colère. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit toute la raison. Ensuite,
Elle les a accompagnés au site de test. En chemin, MSI a réfléchi à l'épée de la Lune. Normalement, quand une épée est enveloppée d'une aura, elle paraît s'illuminer. L'épée de Julian est spéciale. Elle change de couleur seule et semble contenir la lumière lunaire. Avec elle, Julian a vaincu de nombreux démons. En voyant cela, les gens ont nommé l'épée de la Lune par respect et crainte. Maintenant, c'est son symbole et source de pouvoir. Alors, comment peut-il l'exploiter? C'est mauvais qu'Aileen ait déjà commencé à soupçonner. Il doit s'assurer que personne ne découvre cela. Il serra sa main en un poing, avec un sourire en coin, et les deux soupirèrent, se demandant ce qu'ils mijotaient. Encore. Remarquant qu'ils s'étaient arrêtés, il se tourna vers eux et demanda ce qui se passait, après quoi ils continuèrent leur chemin. Ils arrivèrent au terrain d'entraînement. MC ouvrit les portes et entra, disant aux gars qu'il l'avait attendu pendant longtemps, qu'il espérait qu'ils allaient tous bien. Il était vraiment désolé d'être en retard. L'instructrice Aileen l'a distrait. En entendant cela, elle serra les dents de colère, après quoi il se présenta à eux et dit qu'aujourd'hui, il serait chargé de mener leur examen d'entrée à Shut Eyes. Il était certain qu'ils avaient tous entendu parler de lui. En se présentant, Errant jeta un coup d'œil rapide autour de lui pour chercher quelqu'un. Il vit le deuxième fils de la famille Torso non loin et fut content de sa venue. La famille Torso est célèbre pour sa longue amitié avec Cuifar. Les amitiés avec les membres de Shut Eyes sont très prisées par la société car l'organisation est directement liée à la famille impériale. Cela signifie aussi une forte concurrence. L'examen est un duel entre un instructeur et un candidat. Si Julian déshonore le deuxième fils de Torso en échouant à l'examen, l'association des anciens saisira cette chance pour l'éliminer. Alors, il sera déshonoré. Pendant ce temps, il a demandé si tous ici voulaient rejoindre Shut Eyes. Ils ont confirmé nerveusement et il a ri, disant qu'ils ne voyaient qu'une bande de lâches perdants. Ils ont des yeux naïfs, signe d'une éducation paisible, et l'ornementation de leurs épées l'amuse. Shut Eyes, qu'ils veulent aussi, est l'endroit le plus sanglant de l'Empire. En tant qu'aîné, il leur offre une chance de vivre l'expérience. Il a annoncé le début de l'examen d'entrée et a dégainé son épée, disant que pour réussir, il fallait le tuer. En entendant cela, les gars ont commencé à stresser. Julian était pareil. Il sourit, un peu gêné, croyant que c'était réglé. En fait, il a seulement récemment appris que l'examen d'entrée se déroulait sous forme de duel. Aran lui en a parlé et il veut qu'il les affronte. Dans le combat avec Aileen, il ne pouvait que fuir s'il devait participer à un duel officiel. Alors, tout le monde verrait qu'il était faible et que sa force était exagérée. Chacun comprendrait qu'il avait vraiment perdu la mémoire, et ce serait tout. Il jeta un œil à Aileen derrière lui et pensa que s'il semblait suspect, quelqu'un l'attaquerait sûrement. Donc, mieux valait continuer à se moquer d'eux. Il leva la main et s'exclama « Quel problème? L'examen finira après sa mort ou sans candidat. » Les garçons devinrent nerveux. Aucun n'osa l'affronter. Puis l'un leva la main et dit qu'il se rendait. D'autres mains suivirent. Seul Blondie n'a pas levé la main, mais il était visiblement nerveux. Pourtant, il a succombé à l'influence des autres et a également levé la main en disant qu'il se rendait. En entendant cela, Aileen et Harand furent surpris. MC lui-même fut étonné que tous les candidats se rendent en même temps. Il gloussa doucement, cacha son large sourire avec sa main, agita son manteau avec pompe, rengaina son épée, puis se dirigea vers la sortie du terrain d'entraînement et annonça la fin de l'examen. Comme il n'y avait plus de candidats, dans son cœur, il était très heureux. C'était à prévoir de la part de Julian. Sa dépravation l'a sauvé. Mais qu'en est-il d'Aileen? Sa peur a-t-elle vraiment surpassé sa haine? Quand il la regardait, il ne ressentait rien et elle affichait une étrange expression de regret. Cela le rendait nerveux et il se mit à se frapper la tête, se demandant si la couleur négative ne marchait vraiment pas. La ligne pouvait-elle disparaître soudainement? Alors ce serait un souci. Aileen, elle, pinça les lèvres. À ce moment-là, il lui rappela Julian d'avant, qui évitait aussi les combats inutiles en intimidant ses ennemis. Maintenant, elle ne ressentait pas d'émotion négative, donc MC n'a rien remarqué. Ensuite, il alla vers Shut Eyes et Harran l'arrêta, disant qu'il avait bien agi. Il fronça un peu les sourcils, posa ses mains sur ses épaules et s'illumina d'une couleur de peur, demandant ce qui n'allait pas. Convaincu que la couleur négative avait marché, il sourit soulagé et dit qu'il avait fait le travail le plus dur. Ensuite, un gars nommé Lazareth s'est précipité vers eux. Très excité de rencontrer Julian, il s'est exclamé avec admiration qu'il était irrésistible. Il a demandé qui il était et Julian a répondu qu'il gérait les affaires administratives chez Shut Eyes. C'était un honneur de le rencontrer après que les rumeurs sur sa perte de mémoire aient été fausses. Il a réussi l'examen sans se battre avec les candidats. Il continua à l'admirer et MC nota mentalement que sa bouche ne pouvait pas se fermer. Ensuite, Lazareth mentionna que le deuxième fils de la famille Torso était parmi les candidats, mais cela ne l'avait pas épargné. C'était prévisible de sa part. En entendant cela, Harran s'agita. Il se jeta sur le pauvre gars et le pointa du doigt en criant de rage. Comment osait-il rire de son échec à l'examen?
Il leva les mains, excité, expliquant qu'il ne voulait pas se moquer. Mais il n'écouta pas et demanda comment il pouvait traiter un étudiant ainsi. Il connaissait le lien entre leurs familles. MC l'a interpellé et dit qu'il avait mal compris. Ou peut-être que c'était la famille de Torso qui avait mal compris. Il sourit malicieusement en disant que Shut Eyes n'acceptait pas les aristocrates. L'organisation, liée à la famille régnante, acceptait les roturiers ou les membres de familles déchues. Oran s'exclama qu'il était lui-même un aristocrate, et il répondit en disant qu'il était d'une branche secondaire de la famille Kripart, un métis, et donc un laquais de la famille impériale, pas de la sienne. Le fils cadet de Torso avait postulé à l'examen, sachant qu'il échouerait au deuxième tour. Sa famille voulait-elle lui enseigner la sagesse par l'expérience? Ou quelqu'un avait-il prévu quelque chose lié à l'examen d'entrée? Dès qu'il a dit cela, Erong a tremblé de peur et l'a pensé. Il savait tout. Il savait que l'examen était un piège des anciens et qu'il était lié à eux. Julian sourit et dit que cela ne pouvait pas être vrai. C'était sûrement un malentendu. L'homme détourna le regard et MC, souriant, dit que si les choses se passaient autrement, ce serait dommage. Bientôt, il revint au palais. Les servantes le saluèrent et lui offrirent le dîner, mais il refusa. Se souvenant de quelque chose, il leur demanda de ne laisser entrer personne dans son bureau. Dès qu'il entra dans sa chambre, il posa l'épée sur la table et s'assit, soupirant de soulagement. Vu la réaction de Aaron, il semblait que l'association des anciens avait vraiment des plans pour l'examen d'entrée. Il a eu de la chance que personne ne l'ait découvert aujourd'hui. Mais combien de temps devra-t-il continuer ainsi? Un jour, les anciens verront vraiment son défaut et le chasseront de la famille. Il observa son épée, inquiet de ne pas l'avoir utilisée. La capacité d'utilisation offre un pouvoir surpassant les autres. Il saisit l'épée de la lune et essaya de libérer son pouvoir. Il sortit l'épée du fourreau et observa la lame avec une aura bleue. Elle disparut rapidement. Il fronça les sourcils, mécontent, trouvant cela prévisible. Cela ne s'activerait pas si facilement. Le trait de Julian, épéiste exceptionnel, lui permet d'apprendre vite l'art de l'épée. Et dès qu'il a pris l'épée, le chemin qu'il devait suivre est devenu clair. Le système lui montra une description plus détaillée de ce trait. Il était habitué aux armes depuis sa naissance pour suivre la voie d'un épéiste. Et il peut maîtriser tout objet en forme d'épée, quel que soit son type. Mais tout cela ne suffisait pas. Dans l'Empire, beaucoup de gens étaient aussi doués que lui en escrime. Il y avait des dizaines, voire des milliers de ces personnages. Cependant, leur différence avec Julian est claire. Ils ont une grande différence de compétences dans l'utilisation de l'aura et du mana. C'est pourquoi il a survécu malgré sa pensée inhabituelle. Mais maintenant, il doute de réussir. Si le flux de mana s'inverse, cela peut détruire les organes. Donc, le contrôler est très dangereux. Il est nerveux, mais décide d'agir, car tôt ou tard, il doit prouver ses compétences. Si les principes de mana fonctionnent pareil dans le jeu, et ici, alors celui qui a joué des milliers d'heures sait quoi faire. Il doit déplacer la mana accumulée dans son cœur à travers les vaisseaux de son corps. Parmi les 38 vaisseaux, 6 sont principaux, le principal étant un grand vaisseau dans la tête. C'est lié au cœur. Il a essayé d'activer cette zone et de ressentir quelque chose. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Il regarda sa main et réalisa que l'aura changeait, puis il observa son épée. Maintenant, il devait transférer la mana de son corps à la lame. Mais lorsqu'il a essayé, la résistance était plus forte qu'il ne l'avait prévu. Mais il était confiant qu'il pourrait tout gérer. La lueur s'est transférée à l'épée. Il brillait d'une lumière bleue et il était content d'avoir réussi. Mais quand la lueur diminua, il commença à douter. Il regarda avec un sourire et vit que l'épée s'était matérialisée. C'était encore trop faible. Mais qu'était-ce? Un croissant. La lune était là dès le premier jour. Ensuite, il alla au terrain d'entraînement, se mit devant 3 mannequins. En position de combat, il dégaina vite son épée de son fourreau. Il trancha les mannequins, les réduisant en petits morceaux. Rangeant l'épée, il soupira de soulagement et nota mentalement qu'il avait atteint le niveau de chevalier. Maintenant, il devait juste finir son épée de lune. Mais ses connaissances du jeu ne suffisent pas. Il lui faut quelqu'un qui connaît bien son personnage. Quelqu'un à qui demander conseil. Ses pensées furent coupées par une domestique qui l'informa qu'il avait un invité. Il fut content, pensant que c'était son ami. Mais ce n'était que Lazareth. Dès qu'il l'a vu, il a été immédiatement déçu et l'a appelé par son nom, ce qui a rendu le gars très heureux. Mais il s'inquiéta tout de suite. Il demanda s'il avait oublié son nom à cause de son comportement d'hier, non? Max se demanda comment il pouvait oublier quelqu'un qui avait tant parlé devant lui. Il ne savait pas s'il était bête ou audacieux. Il répondit que non et demanda pourquoi il était là. Il était content et dit qu'il avait un ordre du commandant. Il devait clarifier avec lui les résultats de l'examen d'entrée d'hier. Il demanda, confus, n'avait-il pas vu comment l'examen avait fini? Il se gratta nerveusement la tête et répondit que recevoir les résultats directement de l'examinateur et les présenter faisait partie de la procédure.
Il pensait que c'était un non-sens inutile. Cette organisation était irrationnelle. Il retourna au palais et lui demanda de lui dire que personne n'avait réussi l'examen. Il a dit qu'il comprenait tout. Il transmettrait ça au commandant. Mais avant de partir, une chose lui est venue à l'esprit et il lui a demandé d'attendre. Il a dit qu'il en ferait rapport au commandant. Il a confirmé cela et a souri en disant qu'il lui en parlerait lui-même. En entendant cela, Lazareth a été très surpris et inquiet, et Julian a dit qu'ils iraient là-bas tout de suite. Il proposa de le conduire. En entendant ça, le gars devint nerveux. Il commença à transpirer de peur et demanda s'il avait vraiment fait quelque chose de mal. C'était sûrement à cause d'hier. Il a dit que ce n'était pas ça du tout. Ensuite, il a enlevé sa main de son épaule, déçu. En fait, il pensait juste que ce serait gênant pour lui d'y aller seul. Alors il a montré de l'attention, mais il était si effrayé. Julian aurait pu être plus sympa. Puisque c'est comme ça, devrait-il demander conseil? Commandant yeux fermés. Il connaît bien Julian. Il veillera à ce que la famille Criffart ne puisse rien prévoir là où est Shut Eyes. Il doit tenter cela. Ensuite, ils sont allés au bureau ensemble, et le gars a fait irruption dans le bureau du commandant, criant qu'il y avait un problème. Julian Criffart Plassan est venu en personne. Le commandant le regarda et demanda « Est-il venu ici lui-même » Pendant ce temps, MC arriva au palais impérial d'Adraton, et était très heureux, car il voyait enfin cet endroit en vrai. Le continent de Rosenda, cadre principal du jeu, est dirigé par 3 puissants États. Parmi eux, le plus fort est celui où Julian réside, l'Empire d'Adraton. Après que le roi démon Barbatos ait été scellé, les pays déchirés se sont unis sous la main ferme du monarque, devenant une nation puissante. Rien ne prouvait mieux le pouvoir de quelqu'un que ce palais magnifique. Son cœur de joueur s'emballa. Razrat, voyant son sourire en coin, devint nerveux et comprit qu'il avait peur. Normalement, Julian n'aurait pas été en personne, mais aurait envoyé un serviteur. Pourquoi allait-il soudain vers le commandant Shut Eyes avec lui? Pourquoi devait-il tout gérer? Les habitants qu'il croisait chuchotaient en voyant Julian. Ils furent surpris de le voir en personne car, selon les rumeurs, il était blessé, mais il semblait en forme. Ils comprirent que sa perte de mémoire n'était que des rumeurs, et Razrat, voyant encore son sourire, se demanda ce qui n'allait pas chez lui. Bien que ce soit un honneur, il avait l'impression de tomber. MC sourit et dit que le paysage ici était beau, et il le regarda surpris. D'accord avec lui, il a dit que le commandant serait sûrement près de la 2e porte de Kyonja. C'est la première porte de Gyeongchon, accessible à tous. Le gars était confus et se demandait pourquoi il disait ça. Tout le monde le sait déjà. Ayant deviné quelque chose, il s'inquiéta et pensa « Est-ce un test ?» Son expression moqueuse dit tout. Pense-t-il vraiment qu'à son niveau, il doit encore passer des tests? S'il n'aime pas sa direction, alors il est sûrement fini. Alors qu'il se tenait la tête, MC admirait le palais. Il ne pensait pas du tout à des tests. Remarquant qu'il se tenait la tête, il lui a demandé si tout allait bien, et il a répondu avec enthousiasme que tout allait bien. Rien n'est plus crucial que la santé pour un membre de Shut Eyes. Enfin, arrivé au palais, Razrat demanda avec crainte s'il avait réussi. MC ne comprenait pas de quoi il parlait et demanda nerveusement si ce n'était pas un test. Il répondit, perplexe, en niant, puis demanda pourquoi il devait le tester. En entendant cela, le gars frissonna et sourit, les larmes aux yeux, croyant être reconnu comme membre de Shut Eyes. Il s'inclina profondément, remercia, puis s'éloigna vite, fredonnant joyeusement. Massu le regarda, perplexe, se demandant qui était cet homme étrange. Un homme s'approcha et dit que, sur ordre du commandant Odwin, il pouvait entrer. Il ajusta ses vêtements et sourit à l'idée de leur rencontre imminente. Le commandant Odwin Baladier, unique héritier de la famille Baladier déchue. Sa force et ses qualités de leadership étaient suffisantes pour occuper le poste important de commandant, qui d'autre que lui pourrait contrôler les Shut Eyes, qui n'obéissent qu'à la famille impériale. Il est maintenant très curieux de son apparence réelle. Tandis que le gars le menait au bureau du commandant, il était un peu nerveux. Il s'est arrêté à la porte et a demandé au commandant s'il pouvait entrer, et une voix s'est fait entendre de l'autre côté. Ayant reçu la permission, il se retrouva à l'intérieur du bureau et vit une petite fille avec un air très fatigué à la place du commandant, et elle sourit légèrement et lui dit d'entrer. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Elle avait entendu qu'il avait été blessé. Va-t-il bien? Pendant ce temps, il était complètement perplexe. Est-ce vraiment Odwin Baladir, le commandant des Shut Eyes? Ce n'est pas comme ça qu'il l'imaginait. Imaginez le commandant. Elle est vraiment petite, même très petite. Il se souvient que la description parlait de sa petite taille, mais pas à ce point. Et le commandant est une femme. Ce n'est pas un souci, mais elle est vraiment petite. Voyant qu'il réfléchissait, elle pointa soudain son doigt vers lui et demanda s'il allait dire qu'elle était aussi petite que d'habitude. Il sursauta, puis sourit nerveusement et lui dit que bien sûr, ce n'était pas vrai. Elle s'enquit de nouveau de sa blessure et lui ordonna de la signaler. Cachant ses mains derrière son dos, il les serra nerveusement et se demanda ce qu'il était même censé dire. Tout serait plus dur avec elle. Il devait surveiller ses mots au travail. Il jeta un regard nerveux au garde prêt à intervenir, pensant que s'il faisait une erreur, il deviendrait suspect.
Même Julian devait respecter son commandant. Les Shut Eyes étaient les chiens de garde de la famille impériale. Obéissant, il s'inclina un peu devant le commandant et le remercia pour son inquiétude. Sa blessure était sérieuse, mais cela ne suffisait pas à montrer sa dévotion envers la famille impériale. Elle haussa un sourcil, perplexe, et leva les yeux vers lui, ce qui lui fit penser qu'il avait fait une erreur. Elle semblait perdue dans ses pensées, puis se leva soudainement et s'approcha de lui, trouvant tout cela étrange. Parlait-il toujours ainsi? Il devint très nerveux, et elle toucha son menton avec le pommeau de son épée, disant que quelque chose chez lui semblait inhabituel. Il vit immédiatement une nuance négative émaner d'elle. Elle le soupçonnait. Il se demanda comment il avait pu parler à son patron tout ce temps. Il prit son épée, décidé à agir en vrai méchant, et à travers un sourire, il siffla mécontent. « Y a-t-il un souci avec ça ?» Elle fronça les sourcils en le voyant saisir son épée, puis retourna à son siège et dit qu'il ne venait généralement pas en personne au bureau du Shut Eye. Même s'il le faisait, il finissait rapidement son rapport et partait. Soudain, il devint plus consciencieux dans son travail. Pendant ce temps, il se prit la tête mentalement. Il avait pensé que Julian prendrait ses responsabilités au sérieux, mais il l'avait sous-estimé. Il a dit qu'il avait pris une pause à cause d'une blessure et était venu pour le rapport, entre autres. Elle a demandé, incrédule. « Alors c'est ça. » Il fronça les sourcils avec mécontentement et demanda si elle avait quelque chose contre cela. Il décida d'agir effrontément et franchement, fidèle à son caractère, et en s'appuyant sur son bureau, il demanda avec mécontentement « N'ai-je pas le droit de venir ici maintenant ?» Elle le regarda fatigué sous ses sourcils et nota qu'il venait de revenir et devenait déjà agressif. Elle mentionna qu'elle avait entendu dire qu'il avait eu des soucis mentaux après la blessure, mais il semblait aller parfaitement bien. Il pensa nerveusement que c'était bien qu'elle le dise, mais il avait une impression étrange de la façon dont elle l'avait dit si franchement devant lui. Elle était vraiment une personne atypique. Elle retourna au papier sur son bureau et lui demanda de signaler s'il y avait quelqu'un d'utile au test d'entrée. Il répondit avec assurance qu'il n'y avait personne, et elle nota que c'était prévisible pour lui, élève de Heidenreich, l'épée sacrée, leurs compétences pouvaient sembler risibles. Peut-être y avait-il au moins quelqu'un de suffisamment capable pour être pris comme stagiaire. Il répondit qu'il n'y avait personne, et elle, mettant les documents de côté, demanda avec mécontentement si cela signifiait qu'il n'avait choisi personne. Il a confirmé, et elle a demandé pourquoi. Il est resté silencieux. Elle a répété sa question, mécontente, puis a bondi de son siège, s'exclamant avec colère. Avait-il vraiment perdu la tête? Shut Eyes manquait vraiment de personnel. Ils avaient besoin de recrues. Même une personne aiderait. Il a dit que même si c'était vrai, il ne pouvait pas juste prendre les premiers venus. Aucun candidat n'était convenable. Elle dit qu'il devait bien y avoir quelqu'un. S'il les avait testés, peut-être que quelqu'un aurait été utile. Il répondit que c'était une perte de temps. Il n'était même pas apte à être stagiaire selon lui. Il remarqua nerveusement qu'en fait, il évitait juste les confrontations. Elle soupira profondément, disant qu'il était impossible, puis agita la main en lui ordonnant de disparaître. Avant de partir, il a dit vouloir proposer quelque chose. Il avait peur, mais devait agir comme Julian, alors il l'a fait. Il a sorti une lettre de sa poche intérieure, la posant sur son bureau, disant qu'il avait trouvé plusieurs soucis avec le test d'admission. Elle ouvrit la lettre et demanda quels étaient ses soucis. Il expliqua que les gens comprenaient mal ce qu'était Shut Eyes. Elle le regarda avec intérêt et dit qu'il devait vraiment comprendre le type d'organisation qu'il voulait rejoindre. Espérant qu'il y ait plus que du banal ici, elle fixa la lettre et la lut à voix haute. Si quelqu'un postule pour le test d'entrée de Shut Eyes, l'organisation n'est pas responsable des incidents possibles. Elle éclata de rire et dit que cela semblait être une intention de les combattre avec l'intention de tuer. Avait-elle bien compris? Il rit nerveusement en réponse, et elle, tapotant pensivement la lettre, pensa qu'en voyant qu'il n'y avait pas de réponse, elle avait raison. C'était bizarre. Julian était deuxième, et Shut Eyes après elle, mais il n'avait jamais été intéressé par ses affaires internes. Elle le regarda et lui demanda si c'était pour ça qu'il n'avait choisi personne au test. Avait-il peur que quelqu'un se blesse dans le processus et qu'il doive en assumer la responsabilité? Il a répondu en écartant les bras et a dit qu'en plus, tous ceux qui avaient passé un tel test s'étaient révélés inutiles. Leur organisation ne rapportait-elle pas directement à la famille impériale? Ils ne pouvaient ternir leur nom. Je ne veux plus entendre ça. Elle leva la main avec enthousiasme et s'exclama qu'elle comprenait. Quand il s'agit de la famille impériale, on ne peut pas le faire taire. Elle transmettra cela au conseil tout de suite, mais elle ne peut garantir que ce sera accepté. Il la remercia et allait partir, mais elle lui demanda d'attendre, disant qu'elle avait entendu qu'il avait reçu une lettre du secrétariat impérial et qu'il devait la vérifier. Il se tourna vers elle avec un sourire, accepta, puis partit, dès qu'elle fut seule. Seule? Elle regarda sa proposition et pensa que Shut Eyes ne serait pas responsable de tout incident.
Cela signifie que si quelqu'un meurt pendant le test, il n'y aura pas de problème. Bien sûr, cela ne changera pas l'essence du test d'entrée. En plus, seuls les roturiers et les nobles de famille déchus pouvaient entrer dans Shut Eyes. Ils n'avaient pas de pouvoir derrière eux, donc pas de problème. Julian le savait, donc le but réel de sa proposition était autre. Il a sûrement découvert que le Conseil des Anciens et la famille Torso interféraient avec les tests, donc c'est sa manière de contrer cela. Il voit clairement à travers leurs plans, et s'ils essaient encore quelque chose, il ne les laissera absolument pas faire. C'est ce qu'il exprime en proposant certains changements. Est-ce si impudent de sa part? Cherche-t-il à nuire ainsi au Conseil des Anciens? On frappa à la porte, elle demanda qui c'était, puis son subordonné entra et demanda si elle l'avait appelé. Elle lui donna une lettre à remettre au Conseil, puis pensa qu'il avait vraiment changé après sa blessure. Avant, il suivait aveuglément les ordres de la famille impériale, d'où son surnom de sbire fou, celui qui ignorait tout sauf la volonté de l'empereur. Maintenant, il était libéré de ses chaînes et avait réalisé son propre ego. Elle sourit faiblement et pensa que c'était si fatigant, mais qu'elle devrait le surveiller. Pendant ce temps, MC s'approcha des portes du bureau de son personnage et pensa qu'il était enfin arrivé ici. Habituellement, Shut Eyes ne fournit pas de bureaux privés car ils sont inutiles, mais ils ont fait une exception pour lui. Il était très curieux de savoir à quoi cet endroit ressemblerait, et lorsqu'il ouvrit les portes, il vit des choses étranges partout, des tenues colorées aux statues tordues. Il y avait des objets luxueux ici sans rapport avec le travail. C'est encore pire qu'avec Julian. Est-il fou? Tout semble si cher, mais en même temps si laid. Il ne trouve rien à son goût. Il a vraiment des goûts terribles. Et maintenant, il est devenu ce Julian. Il a tenté d'atteindre son bureau, mais a marché sur quelque chose et s'est demandé s'il n'aime même pas ces objets, pourquoi les achète-t-il? Quelqu'un a frappé à la porte. Il a dit aux invités d'entrer, et Razrat est apparu au seuil, souriant et l'informant qu'il avait une lettre de la famille impériale. Il lui tendit la lettre avec enthousiasme, et le MC pensa que le commandant avait mentionné cela. Razrat allait partir, mais il l'arrêta en disant qu'il était arrivé à temps. Qu'il charge toutes ces sculptures dans la voiture. Elles ne devraient pas être très lourdes. Il fut surpris par une telle demande et demanda s'il devait tout transporter d'ici. Il a confirmé cela et le gars a pincé nerveusement ses lèvres. Après quoi, il était très heureux qu'on lui ait donné une autre tâche. C'était comme un rêve. Il s'exclama joyeusement qu'il le ferait immédiatement, ramassa un coffre du sol et le porta vers la sortie, mais trébucha sur une statue et tomba face contre terre. Il y a eu un fracas, et lui et le coffre sont tombés par terre, et Julian a souri maladroitement, pensant qu'il n'aurait pas une seule journée paisible. Essayant de le consoler, il a dit qu'il allait de toute façon le jeter. Mais Razrat n'écoutait pas. Il se préparait déjà à la peine de mort pour son erreur. MC s'approcha, posa une main sur son épaule et lui dit qu'il ne devrait pas. Trop effrayé, il a essayé de le réconforter avec une blague, disant que sa mort ajouterait juste des soucis de ménage, alors qu'il continue à travailler. Razro était presque en larmes de peur et commença sa tâche. Il pensait que son visage l'effrayait davantage, mais c'était prévisible. En s'occupant de ses affaires, il décida de lire la lettre et vit l'emblème impérial. Il l'avait déjà vu dans le jeu. Il était content de comprendre la langue locale et commença à lire. En gros, ça dit que s'il est rétabli, il doit reprendre le travail. On dirait qu'ils veulent l'exploiter vite. Ils ont juste adouci le ton. Rien à redire. Comme il n'a pas encore trouvé d'indice sur l'épée de lune, il est crucial d'acquérir un max d'expérience. Sa mission concerne la récupération de la pierre de résonance. Dans le jeu, tuons le roi démon. Il y a des monstres appelés démons, ce qui est évident. Après la mort du roi démon Barbatos, ces restes ont soit parasité des êtres vivants, soit pris une forme physique, ce qui a conduit à la création des démons. Et lorsqu'ils ont commencé à attaquer les gens, ils ont commencé à utiliser des objets pour les contenir. Ces objets sont les pierres de résonance. C'est le grand héritage des mages, et c'est incroyable qu'ils puissent créer cela en utilisant le mana. Puisqu'il n'est pas mage, sa tâche sera d'accompagner le mage qui travaille sur ces pierres. Il ne voit aucune raison de dire non. Même s'il y a un risque de croiser des démons, s'il réussit cette mission, les rumeurs sur lui devraient disparaître. Maintenant, il se demande qui il va accompagner. Travailler avec la pierre résonante demande de grandes compétences magiques. Il espère que ce sera quelqu'un de bien. Pendant ce temps, Aileen arriva au palais impérial. Elle s'étira de fatigue et, en triant les parchemins, se plaignit qu'elle était prof. Alors pourquoi devait-elle encore faire ça? Griffonner? Une confirmation après l'autre est requise. Peut-être est-ce la vie d'un mage, mais la famille impériale est trop exigeante. Quelqu'un lui toucha l'épaule. Elle se retourna vite et vit son amie Diana. Elle lui fit signe et demanda en souriant si elle était au palais pour affaires. Elle nota avec joie qu'elle ne s'était pas vue depuis longtemps. Diana ajouta qu'elle était la plus jeune professeure, mais toujours occupée. Pas facile de la voir. La fille rit maladroitement et dit qu'elle était flatteuse. Puis elle lui demanda si elle avait du temps. Elle allait maintenant à une fête de thé et elle voulait y aller avec elle. Aileen détourna le regard et s'excusa, disant qu'elle aimerait bien y aller, mais qu'elle était encore occupée à écrire des articles. Diana comprit. Elle faisait tellement d'efforts. Cela lui rappelait leurs années d'études.
Rien n'avait changé du tout. Remarquant quelque chose, elle pointa du doigt derrière elle, surprise, et demanda si c'était le carrosse de Julian. Aileen se retourna aussitôt et, en voyant l'emblème, pensa que seule la famille Criffard pouvait utiliser un tel carrosse. C'était bien lui. Diana a dit qu'elle avait entendu qu'il était mourant. Était-il déjà guéri? Il ne pouvait pas être si facile à abattre. Elle fronça les sourcils et acquiesça. Diana, voyant cela, s'approcha en souriant et lui demanda si elle avait toujours des sentiments pour lui. Elle rougit un peu mais préféra cacher cela et fit semblant d'ignorer de quoi elle parlait. Et son amie a dit avec un sourire qu'elle était si innocente. Elle se souvient quand elle a entendu des rumeurs selon lesquelles si vous confessez vos sentiments sous le cerisier en fleurs derrière l'académie, vous ne serez pas rejeté. Alors elle a invité Julian là-bas pour l'empêcher d'en dire trop. Aileen s'est approchée d'elle et l'a saisie par les épaules, en suggérant qu'elles aillent vite prendre le thé. Diana a décidé de se moquer d'elle et a demandé si elle n'était pas occupée. Elle a ri nerveusement et a dit qu'elle avait soudain un peu de temps libre. Son amie lui a dit de ne pas être si gênée. À ce moment-là, ne l'aimait pas, bien qu'il semble qu'elle l'aimait plus que quiconque. Aileen était très gênée et l'a remerciée nerveusement, puis elle a baissé les yeux et a compris qu'elle avait raison. Le Julian actuel est complètement différent de ce qu'il était autrefois. Après être revenu des lignes de front du Nord, il a rejoint les yeux fermés, et c'est à ce moment-là qu'il a changé ainsi. Diana a proposé de lui dire bonjour, et elle a répondu en soupirant que c'était du passé. Tout avait changé. Elle n'aurait pas à le voir pour un moment. Diana a demandé ce qui se passait. Utilisant la magie, elle a produit une lettre et dit en souriant qu'elle avait du travail hors du palais. Elle a regardé le sceau, surprise, et a demandé si c'était une lettre de la famille impériale. Aileen tenait une lettre en l'air et a dit qu'elle avait été assignée à une mission. Il la regarda et, souriant, dit « Restaurer la pierre de résonance ». Après un moment, l'un des chevaliers demanda « Il y a tant d'escortes. »« Quelqu'un d'important arrive ?» Son compagnon confirma. Même les chevaliers du Lion Bleu et les yeux fermés étaient là. Ils ont dit que Sir Julian viendrait aussi. Il fut surpris. Quoi? Il semblait avoir perdu la mémoire à cause d'une blessure, non? C'était sûrement des rumeurs de gens jaloux. Son compagnon pensait la même chose. C'est l'un de ces individus qui ne saignerait même pas s'il était transpercé. Alors, quel genre de blessure est-ce? Le protagoniste, assis sur son cheval, pensa que c'était la bonne décision de se lancer dans cette mission. L'opinion publique allait dans le sens qu'il voulait. Puis des chevaliers s'approchèrent, l'un disant « Monsieur Julian ». Ils le remercièrent pour son service. Fern était membre des chevaliers du Lion Bleu. Le chevalier à côté de lui, Heinrich, se présenta. Mac les approcha et remercia les chevaliers du Lion Bleu pour leur service. Il proposa de s'assurer que les mages atteignent Julian en toute sécurité. Qui savait ce qui pourrait se passer en chemin? Il sourit avec ironie et pensa « Et si de puissants démons apparaissaient ?» Il avait même peur. Les chevaliers étaient d'accord. Puis Fern dit « Sir Julian ?»« Oui. » Heinrich demanda s'il pouvait monter dans la calèche. À Julian, Fern ajouta « Quitter l'escorte des chevaliers du Lion Bleu et voyager confortablement. » Il y réfléchit. Cela ressemblait à une offre aimable. Mais était-ce vraiment pour le confort de Julian? Les chevaliers du Lion Bleu sont des chevaliers des forces impériales. Contrairement aux Shut Eyes, la majorité sont des nobles. Il pensait qu'il ne voudrait pas qu'une personne d'une famille secondaire prenne la gloire des nobles. Dans les romans, quand quelqu'un arrive dans un autre monde, il vit heureux pour toujours. Mais ici, lui, comme le méchant, était coincé dans des circonstances étranges. Voyager en calèche était bien plus confortable qu'à cheval, pensa Heinrich. Heureusement d'avoir réglé cela sans incident. Après cela, le protagoniste a dit que c'est ce qu'il ferait. Heinrich a souri et a dit « Bien sûr ». Puis il donnera cela à Lady Aileen à son arrivée. Le protagoniste fut surpris par celle qui, à ce moment-là, s'approcha et agita la main en disant « Salut, quel beau temps, c'est Aileen Donaton. Aujourd'hui, elle est chargée de réparer la pierre de résonance. » Puis elle a fermé la bouche de peur et a crié « Hein ?» Le protagoniste s'est tourné vers Fern et, en pointant son pouce vers Aileen, a dit « Au fait, à propos de lui dans la calèche, peut-être qu'ils l'oublieront. » Il fut surpris. « Hein ?» Aileen se demanda, étonnée. « Pourquoi Julian est ici ?»« Non, plus important, l'évitait-il. » Le protagoniste se gratta le cou, pensant qu'elle est trop imprévisible. C'est inconfortable de ne pas savoir ce qu'elle pense. Les chevaliers se demandèrent « Quoi? Pourquoi a-t-il changé d'avis? Affirmait-il son autorité ainsi ?» Puis Fern serra les dents et pensa « Julian. » Alors il réalisa qu'il voulait l'envoyer à l'arrière pour prendre le commandement lui-même, comme prévu. Sinon, il n'aurait pas pu survivre dans le palais impérial chaotique sans l'aide d'aucune faction. Et pourtant, comment un dégénéré d'une branche familiale ose-t-il agir avec autant d'arrogance juste parce qu'il a reçu un peu de reconnaissance de la famille impériale? Ils verront. MC remarqua que personne n'avait dit que la mage qu'ils étaient censés accompagner était Aileen. Elle monta dans la calèche et, ajustant le rideau, regarda droit devant.
Se sentant très mal à l'aise, le protagoniste regarda par la fenêtre et pensa qu'il devait terminer la mission dès que possible. Plus de raison de croiser Aileen. Après un moment, il annonça leur arrivée à Julian. Il pensa, donc, la pierre de résonance est ici. C'est un petit endroit. Bien qu'ils aient voyagé longtemps depuis la capitale, personne ne les avait rencontrés. Puis un ouvrier s'est approché et a demandé s'ils venaient de la capitale. Le protagoniste acquiesça. Avec une boîte, il dit « Bienvenue ». Il était content qu'ils soient venus. Ici, il les mena à l'endroit de la pierre résonante. Après un moment, ils y arrivèrent. Endroit, il a dit « La boîte avec les pierres résonantes est ici. Voici celle avec les pierres de mana. » Aileen, en pointant, a dit qu'elle prendrait celle-ci. Elle est sensible au mana. Le travailleur a demandé « Maîtresse mage, voulez-vous voir l'endroit à réparer ?» Elle a dit oui. Après, ils ont approché les pierres fissurées. Elle a dit « Mon Dieu. » Difficile à réparer simplement, peut nécessiter un remplacement partiel. Il semblait surpris. Un remplacement? Elle retroussa ses manches et confirma. La barrière disparaîtrait un moment, mais pas de souci. Ce serait rapide. Il a dit qu'il la croyait. Elle a tendu la main vers la pierre, pensant que tout était prêt. Maintenant, elle doit dire à Julian que la barrière ne sera pas là un moment. Elle rougit de gêne et pensa que, même si elle ne voulait même pas voir son visage, elle devait considérer cela comme du travail. Elle est professeure. Après cela, elle sortit et, s'approchant du protagoniste, l'appela. Soudain, il a avancé résolu et elle a dit qu'elle devait parler. Hein? Elle a tendu la main vers lui pensant « Quoi? Il s'enfuit ?» Elle a crié « Hé, peut-il entendre ?» Important. Elle pensait qu'il l'ignorait exprès. Elle ne l'imaginait pas, non? Pourquoi? Impossible. Était-il au courant? Impossible. Elle saisit sa cape, pensant que c'était trop. Ils sont en mission officielle, elle doit parler. Puis elle a demandé pourquoi il l'évitait toujours. Il s'est retourné, surpris, et a demandé quand il l'avait évité. C'est elle qui le poursuit sans cesse. Elle était indignée. Quoi? Elle a pensé, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Cela semble si audacieux que ça paraît vrai. Puis elle cria, gênée, que ça n'a plus d'importance. Il sourit maladroitement et demanda, alors qu'est-ce qui est important, mademoiselle la harceleuse? Elle était indignée. Harceleur. Elle a essayé de se contenir mais c'était trop. La seconde suivante, elle a crié de peur. Démon. L'aura autour d'eux changeait. Le protagoniste, surpris, demanda « Démon !» Elle cria « Que disait-elle ?» Elle le pointa du doigt et cria « Elle voulait dire que la barrière allait être retirée. Des démons pourraient apparaître. »« Pourquoi fuir ?» Elle a crié « Un chevalier a été projeté. » Le protagoniste se retourna, effrayé, et demanda « Monsieur Heinrich ?» Il regarda devant et cria « Un démon à 2 cornes. » Le protagoniste pensa « Pas un démon sans cornes ou à 1 corne, mais 2 cornes. » Circonstance imprévue. Aileen a couru et crié « Que se passe-t-il » Il lui a dit de rester. « C'est dangereux ici. » Elle fixa le monstre, surprise, et pensa « Un démon à 2 cornes. D'où vient un démon si puissant? Que faire? Aucun sort qu'elle connaît n'est bon pour le combat, et elle ne peut pas utiliser la pierre de résonance. » Le démon poussa un cri strident et elle détourna les yeux, effrayée. Ensuite, le protagoniste dégaina son épée et la leva. Il lui dit de se concentrer. « Mademoiselle Aileen. »« Comment ?» Elle tremblait fort. Il s'en occupera. Chacun doit gérer ses affaires. Elle demanda, hésitante, « C'est quoi vos affaires ?» Il la désigna et dit qu'elle avait une pierre de résonance sur elle et que son rôle était de la protéger. Avait-elle si peur qu'elle en oubliait pourquoi elle était là? Elle rougit de colère, se retourna et demanda 7 minutes. Puis, elle l'appela encore, et il répondit quoi? Elle ajouta, « Ne te blesse pas. » Elle le désigna et dit qu'elle n'avait pas de magie de soin. Le MC pointa son épée vers le démon et dit qu'il serait difficile de se blesser. Il y pensa. Il dit « Mais quelle peur! Jamais !» Il n'aurait imaginé que son premier combat serait contre un démon à 2 cornes. Trop de gens le regardaient. Il ne pouvait fuir. S'il fuyait, il y aurait encore plus de rumeurs et de soupçons sur lui. S'il était vraiment Julian, un truc comme ça. La seconde d'après, Fern avança et dit « Stop, les chevaliers du lion bleu vaincront ce démon. » Puis il chargea, frappant le démon immense. Il sourit, pensant qu'un démon à 2 cornes serait facile à gérer. Puis il rit et demanda au protagoniste s'il avait peur d'un tel démon. Il ne s'y attendait pas. « Sœur Juliane », le protagoniste pensa, puis le chevalier demanda surpris, riait-il. MC pensa être Julian. Dans cette situation mortelle, il s'amusait vraiment. Puis, il utilisa sa compétence d'escrimeur exceptionnelle. La seconde suivante, il attaqua vite, infligeant plusieurs coups. Fern, se couvrant le visage, cria « Monsieur Julian !» Un tel dégât d'un coup. Impossible. À cet instant, le protagoniste, avec une épée brillante en main, sourit et pensa « D'accord, ça marche ». Ensuite, il s'appuya au sol, chargea encore, coupant une corne du démon. La seconde d'après, il pensa surpris, ceci. Le démon l'attaqua, le projetant.
Il se tenait la poitrine, pensant que ça faisait si mal qu'il ne pouvait respirer. Il serra les dents et pensa, si ça marche, même la moindre chose montrera du courage. Alors, qu'est-ce que c'est? La seconde suivante, les yeux du démon s'illuminèrent d'une vigueur nouvelle, et il chargea, fracassant le sol. Un des chevaliers regardant la scène dit « Impossible ». Même sœur Julian avait souffert. Fern rit intérieurement, pensant « Personne ne peut gérer un démon à 2 cornes ». Eh bien, est-ce son tour de commander maintenant? Alors? Un chevalier a crié « Ils doivent voir ». Il se retourna surpris, voyant une silhouette dans la fumée. L'épée du protagoniste brillait. Un chevalier s'exclama étonné « Est-ce une lueur bleue ?» Le protagoniste pointa son arme et dit « Épée de lune ». Le système indiqua « L'épée de lune inachevée est activée ». Un chevalier s'exclama « C'est bien l'épée de lune dont il avait entendu parler ». Le protagoniste pensa que ce n'était même pas un quart d'une vraie épée de lune, mais c'était suffisant pour gagner. Avec ses pensées, il chargea à nouveau, frappant. Puis le démon ouvrit la bouche, hurlant bruyamment. Le protagoniste pensa, des mouvements maladroits, mais des attaques puissantes. Il voit tout cela. Rien n'échappe à Julian. Il était temps d'utiliser son pouvoir. Puis, il a activé sa perspicacité. Les attaques du démon visaient Julian, mais il les esquivait facilement. Les chevaliers regardèrent la scène. L'un d'eux serra les poings et s'exclama « Il esquive tout !» Fern s'exclame, surpris. Julian, yeux fermés. Eileen, entourée de symboles magiques autour de la pierre, dit « Ça marche. Ça marche. » Elle a crié que la barrière reviendrait bientôt. Le protagoniste a vu la confusion du démon et a dit qu'il avait baissé sa garde. Il avait pris une décision bête. Il sourit, chargea encore, donna un coup net et avança. Eileen et les chevaliers regardaient, surpris. Avec cette attaque, le MC a tranché le démon puis a rengainé l'épée. Il se couvrit le visage et se demanda « Est-ce que ça a vraiment marché ?» Il avança et réfléchit à l'atmosphère. Julian est un méchant après tout. C'est normal d'avoir peur d'un tel pouvoir. Un chevalier l'a alors interpellé. Il a demandé « N'est-ce pas ?» Le chevalier lui a pris la main et l'a remercié. Il pensait qu'ils allaient tous mourir ici. Les autres chevaliers l'ont soutenu. Comme prévu par Sir Julian, le protagoniste ne pensait pas que ce serait comme ça. « Bravo, Sir Julian !» Le protagoniste se tourna vers lui, mit une main sur son épaule et demanda s'il pouvait lui remettre le rapport. Il n'était pas habitué. Il accepta et pensa « Il est différent. Vraiment. Il est à un niveau différent des autres nobles. Très calme. Même après avoir battu le démon à 2 cornes, il n'est pas humain. » Eh bien, c'est admirable. Après un moment, le protagoniste s'allongea sur l'herbe près du lac et mit sa main sur son front. En soupirant, il dit que c'était vraiment dangereux. Son corps trembla. Il crut que c'était du dégoût, la peur de rencontrer un démon, et le désespoir. Il observa sa main tremblante et réalisa qu'une vraie bataille est bien plus effrayante qu'il ne l'avait pensé. Ce sentiment, en tranchant un démon, était-ce normal pour Julian? Il s'était tellement immergé dans le rôle qu'il avait peur de lui-même. Il regarda son reflet dans l'eau et se demanda si changer de corps changeait aussi l'esprit. Quelle est la puissance de Julian? Puis, il fit apparaître la fenêtre du système, pensant que la capacité débloquée cette fois était une fusion des connaissances de Li Shihu et de l'expérience de Julian. La fenêtre du système a dit « Très perspicacité rend unique. Il est vraiment attentif aux détails. Il peut facilement repérer les faiblesses d'une cible. Il peut voir les émotions de l'ennemi. Il inflige plus de dégâts si l'ennemi a peur de lui, pensa-t-il. Apparemment, la combinaison de ces 2 éléments a conduit à l'émergence d'un trait révélé. Faiblesse révélée. Cela lui permettrait de mieux répondre aux soupçons des autres. Maintenant, le problème était l'épée de la lune, incomplète. Il tira son épée du fourreau et vit des fissures. Il pensa qu'activer l'épée de lune nécessitait beaucoup de mana d'un coup. Cela signifiait que sa force et sa stabilité n'étaient pas encore à la hauteur de la perfection de l'épée de la lune. Il essuya l'épée et, en voyant son reflet, pensa avoir trouvé une bonne solution. Après un moment, le conseil des anciens Oren fixa le nouvel arrivant et lui dit de s'asseoir. Il le regarda et demanda « Julian a-t-il découvert leur plan ?» Irène, à ce moment-là, il trembla. Mordant ses lèvres, il confirma et ajouta « Je le pense. » Oren a dit qu'il savait que son incompétence les gênerait un jour s'il n'était pas lié au chef actuel. Avant qu'il ne termine, Aran s'inclina et s'excusa. Un ancien a dit que Shut Eyes agissait bizarrement ces temps-ci. Ils ont envoyé une proposition au secrétariat impérial disant que Shut Eyes ne serait pas responsable de tout incident. C'est ce qu'il voulait. Il posa le parchemin sur la table et dit que si quelque chose arrivait, la famille impériale en serait responsable. Il frappa la table du poing et s'exclama « C'est typique de Julian !» Les autres crièrent d'accord. « Pas vrai ?» Le chien de garde de la famille impériale. Comment ose-t-il? Cependant, Lord Oron, cela pourrait être une opportunité. Il était surpris. Une chance. Lord Aiden, de quoi parle-t-il?
Il sourit, croisa les mains devant lui et dit « Jusqu'à présent, Julian n'a fait que suivre les ordres. Mais s'il commence à agir de manière indépendante, un changement s'opère. Cela pourrait être plus utile que son exil au nord. Il pourrait en tirer profit. Il devrait donc juste observer Julian pour l'instant. » Un des anciens le désigna et s'exclama qu'il disait qu'il devrait laisser cet idiot agir à sa guise. Il rit et répondit qu'il était vrai qu'il devrait patienter un peu. Pendant ce temps, Mac s'assit sur une chaise, pensant que la mission n'avait duré que quelques jours, mais peut-être à cause de l'énergie dépensée. Il était fatigué. Il s'assit à son bureau et remarqua les plantes en pot. Il pensa que le bureau redécoré à son goût l'apaisait. Il posa la feuille de la plante contre sa joue et pensa que les orchidées apportent la paix même au corps d'un monstre comme Julian. Il a retiré plus de cette mission qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement il a montré ses compétences pour aider à stopper les rumeurs, mais il a peut-être aussi trouvé un moyen de compléter l'épée de lune. Avec ses pensées, il ouvrit le coffre de pierre et en prit une. Il pensait que cette pierre serait utile. L'idée lui est venue en voyant la pierre de résonance. Dans le monde de Tuon le roi démon, tout contient du mana, en particulier les gemmes de l'Empire. Elles ont la conductivité et la capacité de mana les plus élevées. C'est pourquoi les pierres de résonance sont excellentes. En utilisant le concept de transfert de mana de la pierre de résonance, il pourrait utiliser la pierre comme conducteur entre son corps et l'épée. La seconde suivante, il concentra son énergie, mais la pierre dans ses mains se fissura et se brisa. Ensuite, il serra sa main tremblante et pensa, bien sûr, cela doit correspondre à son mana. Il doit trouver une pierre qui convient. Il s'est tellement concentré qu'il a presque raté le déjeuner. Puis, quelqu'un a frappé à la porte et il a dit d'entrer. Razroth entra et s'exclama « Monsieur Julian, salut !» Le protagoniste pensa « Razrat ». D'une façon ou d'une autre, il se montre trop souvent devant lui. Il a dit que le capitaine veut qu'il rapporte lui-même les résultats de la mission au secrétariat impérial. Il était surpris. Il a confirmé, puis le MC s'est levé, posant une main sur son épaule, et a dit « Je vois, alors il doit rendre les gemmes à l'entrepôt. » Il pensa « Malheureusement, il devra finir l'épée de la lune plus tard. Secrétariat impérial ? Était-il vraiment si curieux de son état qu'il l'avait fait venir en personne? Puis, il alla vers la sortie. Razrock l'interpella, il se retourna et demanda « Quoi d'autre ?» Il tenait un joyau brisé et demanda « Que faire de ce joyau ?» Le protagoniste lui dit de le jeter. Il accepta, surpris. Plus tard, au secrétariat impérial, MC marchait dans le couloir, observant autour de lui. Il pensa que, comparé à Shut Eyes, cet endroit était très luxueux. Puis, il s'est approché d'un employé et a dit qu'il était Julian de Shut Eyes, venu voir Sir Sen Orvian du secrétariat. L'employé a levé la main, disant qu'il était en réunion avec un invité arrivé avant. Il lui a demandé d'attendre dans la salle de réception. Le protagoniste a accepté, puis, en marchant plus loin, a pensé que cet invité semblait être de rang supérieur à Julian. Alors c'était la zone de réception. Il n'avait pas vu cet endroit dans le jeu. Tout ici était tellement extravagant. Puis il vit l'arme sur le canapé et se demanda « Une épée. Pourquoi était-elle là ?» Elle semblait déplacée ici. Pas présentable, mais fiable. Une épée peut en dire long sur les compétences de son propriétaire. Un corps fort, un esprit fort. À ce moment, Rin Ronbell lui a dit de retirer ses mains de l'épée. Le traître MC a pensé que cette voix, il n'avait même pas besoin de se retourner pour comprendre. Elle a dit que l'épée venait du maître. Fille de la famille Ronbell et de la lignée chevaleresque de l'Empire. Disciple de Hayden dans le jeu, elle a été tuée par Julian Rin, un autre disciple de Hayden. Peut-être deviendra-t-elle une figure clé pour sortir de ce jeu Ronbell. Un jour, elle surpassera Julian en apparence et en compétences. Grâce à son caractère et au fait qu'elle suivait Hayden, elle restait bien classée dans les sondages des joueurs. Il pensait jouer maintenant non pas comme Hayden, mais comme Julian. Il la fixa et le système montra la couleur de la négativité, du dégoût. Elle saisit l'épée et demanda ce qu'il comptait faire avec l'épée du maître. Il sourit, bras ouverts, et dit qu'il vérifiait simplement. Il se demandait s'il pouvait la pousser à donner plus d'infos. Il ajouta qu'il doutait que Rin laisse son épée traîner. Elle a ri et a demandé s'il ne l'avait pas déjà su. Contrairement à d'autres, l'enseignante avait des manières qui l'empêchèrent de se promener dans le palais armé. Il pensait qu'elle avait raison. Il savait que ça marcherait. Après tout, elle était honnête et bienveillante. Puis, il a demandé si le professeur était Hayden, arrivé en premier. Elle a froncé les sourcils et a demandé pourquoi cela importait. Il a répondu pensivement qu'il posait juste la question. C'était son prof. Il pensait que c'était normal qu'elle soit négative. Mais il devait savoir à quel point c'était grave. Sa main tremblait et une aura terrifiante apparut. Elle demanda ce qu'il pensait pour dire ce qu'il voulait. Le système a signalé que la couleur de la négativité était la colère. Il pensait qu'elle était simplement furieuse. Comme prévu, il veut s'excuser à la place de Julian. La seconde suivante, la porte du bureau s'est ouverte. L'employé a dit «
Mademoiselle Rini, elle doit aller au secrétariat. Elle s'est retournée et a dit qu'elle allait partir, monsieur Julian. Elle espère qu'ils ne se reverront pas. L'employé ajouta « Ah, monsieur Julian, il est aussi invité à entrer. » Un silence gênant suivit, et le protagoniste pensa qu'il devrait être impertinent, comme Julian. Puis il sourit et dit que Lady Rin ne devrait pas être si froide avec lui après tout. Ils avaient une chose à considérer. Il pensa qu'il la rencontrerait peut-être bientôt. Elle se retourna sans répliquer. Il ne devait plus parler du professeur devant elle. Puis elle avança. Il pensait à rencontrer celle qu'il adore, mais que ce corps a trahi. Il est nerveux, mais aussi impatient. Ensuite, au secrétariat, l'homme a dit « Bonjour, Lady Ren, Sir Julian. » Tout le palais était en émoi pour sa mission. On disait qu'il avait bien géré le démon bicorne. Il a ri doucement, disant que c'était bien de faire un peu d'exercice. Puis, Rina lui a demandé d'attendre. Où est allé le professeur? MC avait raison, il l'attendait. Le travailleur a dit que Sir Hayden avait reçu la mission et était déjà parti. Elle était surprise. Quoi? Le travailleur ajouta « Ah, Sir Julian, ce serait génial s'il venait. » Elle était furieuse. Les deux, ce traître et elle. Mais pourquoi? Il a demandé. Ne voulait-elle pas qu'ils envoient quelqu'un de la famille impériale en cas d'urgence? Il pensait que Sir Julian de Shut Eyes serait parfait. Le protagoniste se demanda « Hayden, qu'est-ce que c'est ?» Le travailleur sourit et ajouta qu'il devrait sauver les bidonvilles. Le protagoniste pensa « On n'y peut rien s'il est déjà parti. Après tout, le jeu de Julian passe en premier. » Puis il demanda aux habitants des bas-fonds « Pourquoi se soucierait-il soudainement des pauvres ?» Le travailleur expliqua que des infos étaient arrivées sur l'apparition d'un démon. Si la famille impériale intervenait directement dans les affaires des bas quartiers, beaucoup s'y opposeraient, mais ils étaient adaptés à la tâche. Bien qu'ils soient membres des Shut Eyes et des chevaliers de la famille impériale, ils n'en faisaient pas partie. Les bidonvilles étaient un héritage de l'époque où l'Empire annexait d'autres pays. Cet endroit a été créé par des gens de divers pays interdits d'entrer dans l'Empire. Les protagonistes trouvaient naturel qu'en raison de leur mauvaise relation avec la famille impériale, ils gardent une position neutre envers les autres pays. Si l'apprenti Lady Rin réussissait mieux la mission que lui, il hériterait simplement du nom de maître d'épée. Ce n'était pas très bon qu'ils doivent mener la mission avec elle, mais comme il n'était qu'un simple chien de l'Empire, il ne pouvait pas refuser. Il sourit et dit « D'accord, il accepte la mission. » Reni s'exclama « Quoi? Elle ne veut pas. » Il pensait qu'il n'était pas content non plus. Puis le travailleur ajouta « Mademoiselle Rin, son professeur a demandé cela. » MC leva l'index et, souriant, demanda « Ira-t-elle contre ça ?» Elle hésita un peu avant de dire qu'elle comprenait. Et le protagoniste pensa, un chevalier, apprenti de Reich pour cette mission, Rin garderait le traître Julian sous contrôle. Le souci était qu'il n'avait pas de vrai pouvoir. Si seulement il pouvait dénicher une pierre adaptée à sa magie. Puis, surpris, il fixa le pendentif au cou de Rin. Une décharge le traversa et il demanda « C'est quoi cette pierre ?» Elle répondit « Une pierre de lune. » Puis une pulsation d'énergie sembla passer de la pierre de lune à lui. Renée, surprise, demanda ce que c'était. Elle croyait l'avoir vu briller. Mac, avec un sourire gêné, rit et s'excusa. Il pensa que cela résonnait avec son mana un instant. Qui aurait cru que la réponse était si proche? Il devait avoir cette pierre. Plus tard, dans une bijouterie, l'employé dit « Julian, ça fait longtemps. Vous cherchez quelque chose ?» Le protagoniste, entrant, enleva sa capuche et, souriant, dit qu'il cherchait une pierre pour sa magie. Avait-il une pierre de lune? L'employé se gratta la tête et dit qu'il ne l'avait pas. Il pensa. D'autres magasins l'avaient aussi. Peu de collectionneurs s'y intéressaient et comme il était dur à obtenir, il était presque introuvable. MC pensa, c'est un problème. Avant de partir en mission avec Rin, il devait compléter l'épée de lune. Puis, avec colère, il demanda, alors il dit qu'il ne peut pas l'acheter? L'employé, effrayé, pensa, impossible. Il parlait à Sir Julian comme aux autres clients. Il devait se protéger. Il cria, ce n'est pas vrai. Il peut le faire. Ce sera juste difficile pour l'instant. Le protagoniste pensa, d'accord alors, quand il est pressé. Le travailleur répondit qu'il commencerait immédiatement à chercher à travers le pays. MC se demanda si Madame Rin remarquerait sûrement que son épée de lune n'était pas prête. Il en avait besoin, même temporairement. Puis le jour de la mission arriva. Il ne put acheter la pierre de lune. Le protagoniste regarda Rin et, riant, dit « Dame Rin, un jour elle comprendra. Les gemmes sont belles. » Elle avança et dit, agacée, « Ça suffit. Il est temps de partir. » Il a dit, « Mauvais chemin. » Elle s'est retournée, demandant quoi. Il a dit que les bidonvilles étaient pleins de bâtiments illégaux et que les rues sinueuses étaient chaotiques. Ne faites pas confiance aux panneaux et cartes. Il est content que ses connaissances du jeu soient utiles.
Elle a sorti une carte et a dit qu'au lieu de faire confiance à Sir Julian, elle préférait ce panneau. Il pensait qu'elle avait un peu raison. L'Est des bidonvilles est un mur des lamentations pour les débutants. C'est une carte compliquée. Même les créateurs l'ont reconnue. Les routes ici sont vraiment mauvaises. Puis elle a dit qu'elle ne tomberait jamais dans les pièges. Traître. Il veut qu'elle échoue. Elle ne sera pas comme lui. Sir Julian, elle est la future maître d'épée. Il se gratta la joue, un peu gêné, pensant qu'il y avait un gros malentendu. Comme si c'était simple pour lui avant, cette mission ne sera pas simple non plus. Puis il a demandé « Va-t-elle vraiment par là ?» Elle a dit « Il y a une raison pour ce panneau. » Il a réfléchi, puis elle a demandé « Sir Julian, est-il déjà venu dans ces bidonvilles ?» Il a pensé « Li Shihu est sûrement passé ici. » Mais il ne sait pas quoi dire sur Julian. Puis il a souri et demandé « Qu'en pensez-vous » Elle a pensé qu'il esquivait. Il ne voulait pas répondre. Elle a demandé comment il connaissait le chemin. Il a levé l'index et a dit que c'était l'instinct. Elle a poursuivi en disant qu'ils iraient séparément. Il a demandé comment ils pourraient alors collaborer, ou préférait-elle Aiden à la famille impériale. Elle s'est figée et lui a dit avec colère de ne pas oser dire le nom du professeur. S'il avait encore un peu de conscience, il pensait qu'elle n'avait pas vu qu'elle avait perdu son calme. Ses mains tremblaient. Elle pensait qu'elle le savait. Julian était meilleur qu'elle. Elle ne pouvait pas compter combien de fois elle avait été comparée à lui. S'il était là, il réussirait. Ce serait facile pour lui. Mais elle était l'apprentie du maître d'épée. Lors de cette mission, elle montrerait la différence entre eux. Puis elle regarda devant, surprise, et demanda « Hein ?» Elle pensa. 011, C. Qu'est-ce que c'est? MC s'est approché et a demandé « Ça va ?» Elle a répondu « Rien ». Elle a pris sa tête et a pensé « 028 B 035 C ». Le commerçant montrait bien le chemin. 01A, ici, encore de retour. Le protagoniste sourit et demanda « Ils reviennent ?» Un villageois s'approcha et cria « Fille !» Il l'avait vue marcher depuis un moment. Elle paraissait nouvelle ici. Elle lui a demandé s'il connaissait bien la région. Il a répondu que bien sûr, s'il elle voulait, il pourrait lui faire visiter. Il ne pouvait pas faire ça le ventre vide, mais si elle lui offrait un verre, pourquoi pas? Elle a dit « D'accord ». Puis il a dit qu'il s'appelait Baden et elle. Elle a répondu « Rine ». Il a souri, pensant « Oh, elle est de la famille Ronbell. Quelle prise !» MC pensa « Quel étrange sentiment ». Puis il voulut se présenter. Mais Baden dit qu'il n'était pas intéressé par les noms des hommes. Il devrait simplement le suivre. Le protagoniste pensa « Baden ». Je pense qu'il a déjà entendu ce nom. Il ne s'en est peut-être pas souvenu tout de suite, donc ce n'était pas un personnage très important. Ensuite, ils sont arrivés à la taverne. Baden ouvrit la porte et cria « Hé, patron, qu'il leur serve un verre !» Le protagoniste hésita à boire avant de la raccompagner. Près du bar, le serveur a demandé leur provenance. Rinou a dit « Du palais ?» Il a réagi vraiment ? Et 30 nars chacun. Elle fut étonnée. 30 nars. Baden s'approcha derrière elle et demanda si elle avait vraiment autant. Les prix dans les bas quartiers étaient élevés. Elle mit la main dans sa poche intérieure et dit que ce n'était pas un souci. Elle sortit un sac de pièces d'or et dit « Mais, si peu cher. Vraiment, juste 30 nars suffisent. » Badim se demanda « Quel type de personne peut-on attendre de la fille d'une telle famille? Pourrait-il toucher le gros lot ?» Puis il alla vers le travailleur et lui murmura de servir aux deux un alcool spécial avec un bon effet, s'il comprenait ce qu'il voulait dire. Une fois ivre, ils partagèrent l'argent. L'ouvrier accepta, ajouta les ingrédients aux boissons et posa les chopes sur le bar. Il a dit « Voilà l'alcool, le meilleur des bas quartiers. » Rina a pris la chope et a dit « Puis, juste après, le protagoniste prit la chope et dit d'attendre. » Il demanda ce qu'ils avaient ajouté. Baden le désigna et cria « C'est quoi ces bêtises ?» En réponse, il lui tendit la chope et lui dit de la boire. Puis il fut surpris. « Quoi ?» Le protagoniste demanda. Où devait-il personnellement lui donner ça à boire? Rina lui cria d'arrêter. « Julian !» Il était étonné. « Julian !» À cet instant, un employé s'est avancé vers lui en criant « Baden !» Il venait de lui donner le chien impérial. Julian. Que pensait-il? Il a dit que tout irait bien. Ses sbires sont toujours là. Juste les meilleurs monstres des bas-fonds. Il est pareil. La seconde d'après, il a cherché une arme dans sa poche intérieure. Ensuite, le MC a brisé la chope dans ses mains et a dit que son temps pour répondre était fini. Était-il déjà en train d'attaquer? À ce moment, un client du bar, épée en main, a chargé, mais le protagoniste l'a attrapé par le cou, le tenant fermement. À ce moment, un autre client du bar s'est approché par derrière, mais le protagoniste l'a vite attaqué. René a regardé autour, surprise, et a demandé ce qui se passait. Le client effrayé a dit qu'il y en avait juste un. Le protagoniste a répondu qu'il se moquait de leur plan, mais qu'il ne voulait pas faire plus de bruit dans les bas quartiers qu'il n'en avait déjà causé. Il a pointé un éclat de la chope vers le cou de Baden.
Les autres se sont figés de peur et il a gagné, se demandant si tout le monde ici était complice. Puis il a demandé. Monsieur Baden, pourquoi a-t-il cessé de parler? Il devrait dire à ses amis ses plans. Allez, où veut-il finir comme le ver? Il trembla de peur puis dit en avant. Un client cria. Baden, il a crié. N'ont-ils pas entendu Sir Julian? Ils doivent partir tout de suite. Ensuite, ils se dirigèrent vers la sortie et le maître de cérémonie, posant le tesson ensanglanté sur le bar, dit qu'ils avaient choisi de coopérer. S'il répondait à quelques questions, il pourrait avouer. Baden était surpris. Confessé, le protagoniste s'assit en face et dit « C'est mieux que mourir, non, Baden ?» Il a dit qu'il était d'accord. Après un moment, ils sont sortis et le protagoniste a dit qu'il paraissait suspect en se proposant comme guide. Qui aurait cru qu'il les conduirait à une tanière de bandits? Il pensait qu'ils étaient juste une bande de vauriens, mais ils avaient aussi quelque chose à voler. Dans ses mains, il tenait les notes qu'il avait reçues. Rina a dit que c'était sa faute de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Il a répondu que c'était naturel. Ce serait étrange si une noble dame avait déjà croisé ces gens. Elle baissa la tête et il se demanda si elle doutait. Puis elle lui demanda comment il savait. Il se retourna et demanda quoi. Elle demanda comment il savait que Baden avait mélangé quelque chose. Il demanda, donc elle est curieuse. Elle a confirmé et a demandé de lui dire. Monsieur C a pensé qu'elle était si intéressée qu'elle était prête à apprendre d'un homme qu'elle détestait. Prioriser son développement personnel sur la honte passagère, typique de Rina. Bien sûr, il aurait préféré qu'elle ne soit pas hostile. Puis il a mentionné avoir ressenti quelque chose de sinistre du ver. Avant d'entrer, il a ressenti de l'hostilité grâce à la détection de mana. Elle était surprise. À ce moment, il a utilisé ça et a ajouté des êtres vivants, objets, phénomènes, tout ce qui contient du mana, et le mana réagit à d'autres manas. Avant d'entrer, il a utilisé son mana pour détecter le mana. Hostile envers lui, dit-elle, comme les ultrasons des chauves-souris. Il hocha la tête. On pourrait dire ça. Il pensait que c'était une méthode des mages. Mais grâce au mana abondant de Julian, il a pu le faire facilement. Puis Rin a dit qu'elle voulait poser une question de plus. Il n'avait pas demandé à Baden sur le démon, juste sur les conditions de vie dans les bidonvilles. Il a dit que c'était vrai, elle a répondu, mais il n'était pas là pour savoir qui vivait et comment découvrir si un démon était apparu ici. Le protagoniste sourit et confirma. Elle le regarda, étonnée, et il lui demanda ce qu'elle savait de la démonisation. Elle expliqua que c'était quand des fragments du roi démon Barbatos parasitent des êtres non humains, les transformant en démons. MC a dit que c'était souvent le cas, mais que les bidonvilles étaient spéciaux. La capitale proche était entourée de pierres de résonance, empêchant les démons d'entrer. Pas de forêt ni d'animaux proches, juste des gens, dit-elle surprise. Alors, le seul vecteur, il ne veut pas dire que ce sont des gens, si? Il sourit, pensant que c'est exactement ce qui s'est passé dans le jeu. Ensuite, il hocha la tête. C'est ça. Il est sûr que des gens deviennent des démons ici. Elle se tapa la tête, se sentant bête d'y avoir cru un instant. Ensuite, il leva 3 doigts et dit « 3 familles. C'est le nombre de familles ayant acheté des réducteurs de fièvre cette semaine. On dit que pendant la démonisation, la température augmente. S'il se trompait, Damra, il obéira à tous ses ordres. » Elle pensa « Quoi, elle devrait croire à ces absurdités ?» Après un moment, elle soupira et dit « Eh bien, il reste une famille à vérifier. » Le protagoniste remarqua qu'elle semblait satisfaite. Elle dit qu'il avait parlé de la démonisation humaine. « Si ce n'est pas vrai, n'est-ce pas une mauvaise nouvelle ?» Il répondit « Bien sûr, il pensait que c'était le dernier. Si seulement ce qu'il disait était vrai. » Il frappa à la porte et demanda si quelqu'un était là. Un homme ouvrit légèrement et dit « Qui ?» Le protagoniste le regarda, pensant qu'il n'était pas encore démonisé, mais à en juger par la couleur du négatif, il cachait quelque chose. En plus de l'odeur qu'il se souvenait bien lors de la mission d'escorte à la pierre de résonance, c'était sûrement du sang de démon. Puis Rin le salua et dit qu'il venait du palais. MC ajouta qu'il était Julian de Shut Eyes. L'homme cria, effrayé, « Julian de Shut Eyes. Ils doivent partir. Quitter leur maison. » Il a essayé de fermer la porte, mais le protagoniste l'a arraché, repoussant l'homme. Ensuite, il a secoué les mains et dit « Merci pour votre aide. » Reni était en colère. « Monsieur Julian, il doit expliquer. » Mais il a continué et a dit qu'elle était trop compatissante. Elle a crié avec indignation. Il s'est retourné et a dit « J'espère que cela ne reviendra pas la hanter un jour. » Ensuite, il a continué à avancer et elle s'est approchée de l'homme à terre, disant qu'ils étaient là pour enquêter, pas punir. Il pense que c'est ce qu'il voulait. MC a dit à Lady Rin qu'ils n'attendent que des résultats. Elle était surprise. Quoi? Il regarda la table et dit qu'il dînait. Selon les infos, lui et son fils vivaient seuls. Pourtant, la table était mise pour 3. L'homme montra devant et cria qu'ils avaient un gu.
Le protagoniste sourit, remua la soupe avec une cuillère et pensa que cette soupe paraissait aqueuse, donc ce n'était pas juste un antipyrétique. Il sourit, pointa la soupe et demanda s'ils avaient mis un somnifère dedans pour le visiteur. Ensuite, il entendit un bruit derrière la porte et demanda s'il y avait un démon derrière. Rin, confuse, le regarda. Juste après, l'homme se rua en avant et cria « Fils, cours !» Il inséra la clé dans la serrure vite et, en retirant la chaîne, lui dit de se hâter. Puis il demanda surpris « Fils ». Il ne put que crier alors que le démon dévorait son corps. Rin, saisissant son épée, cria « Démon ». Elle se demanda si un humain pouvait vraiment devenir démon. D'abord, elle devait le battre. Elle courut pour attaquer, visa l'œil, puis recula d'un bond. MC regarda les mains tremblantes de son partenaire et pensa « Cette épée vraiment ». Donc Rin ne s'est pas encore éveillé. C'est pour cela qu'elle lui a demandé au sujet du mana. Dans ce cas, elle pourrait être en danger. Il s'est avancé et elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Il a retiré sa cape et a demandé « Besoin d'aide ?» C'est son travail. Il ne peut pas laisser la disciple d'un grand maître se blesser. Il ne veut pas être mêlé à d'autres incidents ridicules. Le problème est que l'épée de la lune n'est toujours pas parfaite. Il ne veut pas qu'elle devienne plus suspicieuse. Après cela, le démon, balançant ses bras, a chargé, et le protagoniste a pensé qu'il pourrait le surmonter lui-même. Avec la différence de niveau, il a utilisé sa perspicacité. Après analyse, il a chargé et esquivé l'attaque du démon. Le protagoniste pensait avoir frappé fort. La seconde suivante, le démon fut surpris quand Rin A chargea. Le protagoniste, voyant cela, pensa « Mince, est-il déjà remis ?» Puis il cria « Mademoiselle Rin, elle doit créer une ouverture. » Il attaque encore. Elle a crié « Quoi ?» C'est dur de le retenir. Elle fixa la table et se dit « C'est ça. » Elle attrapa un bol de soupe et le jeta au visage du démon. Il agrippa sa tête avec ses mains et la secoua. Elle pensa « Parfait, il est perdu. Je dois me focaliser sur le coup. » Elle canalisa alors de l'énergie dans son épée. Mais alors, le démon la saisit si fort que du sang sortit de sa bouche. Elle pensa « Zut. L'a-t-il repéré par l'odeur ?» Elle était trop arrogante. Elle ne pouvait rien faire. Elle lâcha l'épée et pensa « Comment affronter son maître maintenant ?» Le démon ouvrit grand la bouche et MC cria « Dame Rin ». Elle le regarda et cria « Julian, qu'est-ce que c'est ?» La seconde suivante, il dit « Bon travail ». Il concentra une énergie puissante autour de lui, puis analysa le démon et chargea, plongeant l'épée dans la poitrine du monstre. Après cela, le démon a lâché Rina et elle a sauté sur le monstre, enfonçant son corps plus dans l'épée. Ensuite, le démon est tombé et elle a dit « Il a transpercé le démon. » Même sans l'épée de la lune, comment est-ce possible? Le protagoniste sourit et dit que cette chose ne mérite pas l'épée de la lune. Il pensa « Cela semble naturel, n'est-ce pas ?» Puis il a dit qu'il pourrait revenir bientôt. Il pensait que cette mission était réussie. Lady Rin ne le soupçonnait pas, ce qui était bien. Puis, Rina a dit que toute la récompense pour cette mission lui revenait. Elle n'avait rien fait, pensa-t-il, bien sûr. Elle était trop fière pour profiter de Julian. Mais il lui a dit de ne pas dire ça. Bien qu'il soit vrai qu'elle n'ait rien pu faire contre le démon, il pensait que Julian, il n'aurait jamais juste dit quelque chose de gentil. Puis elle a dit qu'elle ne l'aimait pas. Il a souri et a remarqué qu'elle était directe. Puis elle a ajouté « Le professeur disait toujours qu'avec le pouvoir vient la responsabilité. » Vaincre le démon était impressionnant, mais en voyant comment il usait de force sans discernement, même contre les innocents, elle comprenait pourquoi le professeur l'avait éloigné. Il manquait de retenue. MC sourit et dit que la retenue est l'outil des lâches. Elle demanda s'il disait que le professeur était un lâche. Il s'approcha et dit « C'est un homme loin d'être noble. Ce n'est pas juste un aristocrate qui doit garder la retenue toute sa vie. » En se retournant, il ajouta « Elle doit comprendre que de telles personnes existent dans ce monde. » Elle demanda, surprise, ce que cela signifiait. Il agita la main et dit qu'elle s'était bien débrouillée. Il était reconnaissant qu'elle ait partagé ses gains de mission. Elle le regarda partir et soupira, pensant qu'il est vraiment dur à comprendre. La retenue est une qualité non seulement des aristocrates, mais aussi des chevaliers. À ce moment, une calèche s'arrêta près d'elle et son oncle demanda si elle rentrait. Elle vit l'oncle Urugim. Il nota qu'elle semblait fatiguée. Elle devrait monter. Il la conduira au domaine. Elle accepta, puis ils partirent. Il la regarda et demanda si la mission avait été dure. « Tout s'est bien passé », a-t-elle dit. « Elle est reconnaissante, oncle ergonomique. » Puis il a demandé « Cet homme à côté d'elle ?» Elle a répondu que c'était Sir Julian, de Shut Eyes. Il a dit qu'il le pensait. Il ne le connaissait pas de vue. Dernièrement, l'aîné a été constamment préoccupé par ses actions. La rumeur dit qu'il a fait pression sur eux via la famille impériale. Elle a dit « C'est ainsi ». Il a croisé les bras et ajouté « Bien qu'il soit noble, il met la pression sur le Conseil des Anciens. »
Que peut-on attendre d'un bâtard? Elle pensa, c'est donc ce qu'il voulait dire. Elle se rappela les mots du protagoniste, et Ergon lui avait conseillé de s'en éloigner. Il est dangereux. En plus, elle a pris la place de l'apprenti de Hayden. Peut-être qu'il n'était pas aussi bon qu'il le croyait. Elle a dit, ce n'est pas vrai, oncle. Elle ne peut pas juger le reste. Mais ses compétences ne mentent pas. C'est agaçant, mais il est fort. Après un moment, le protagoniste s'approcha de la table où Odwin était assis. Elle croisa les mains devant son visage et dit « Julian, qu'est-ce qu'il a bien pu faire ?» Il sourit maladroitement et demanda ce qu'elle voulait dire. Il pensa « Quoi? Le bar demandait une compensation ?» Les habitants des bidonvilles se sont-ils plaints parce qu'il les a effrayés? Était-il trop dans son rôle et a-t-il fait des choses qui pourraient lui causer des ennuis? Puis elle a consulté les documents et a dit que Baden, le criminel surveillé par Shut Eyes, avait avoué. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit son nom en tremblant. Sa mission était de vérifier des infos sur les démons. MC pensa « Ouf, donc c'est lié à lui ». Puis il étendit les bras et dit, un peu tard, mais peut-être qu'il réalisait la gravité de ses actes. Il ne sait rien. Il ignore comment il connaissait son nom. Elle a dit, c'est amusant. Il a sûrement encore fait un truc. Il doit vérifier le paiement de la mission et revenir. Le protagoniste a vu les documents et a pensé, le paiement c'est de l'argent, non? Il n'avait pas assez d'argent, alors il se demandait combien il avait reçu. Peu après, un ouvrier s'est approché et a dit qu'il avait une lettre du bijoutier. Il a demandé, vraiment? Le bijoutier a dit qu'il n'avait pas assez de niards pour acheter la pierre de lune. Il a pensé, bien sûr, Julian. Il n'a jamais mis d'argent de côté. Peut-être peut-il combler la différence avec ce dont il a besoin? Quoi? Combien? 11 000 nars. Les nars n'ont-ils pas le même taux que les dollars? Ensuite, 15 millions de won en un mois. Même si Damerin lui a donné sa part, gagner autant en 2 missions est fou. Puis Odwen secoua la tête et dit qu'il n'y avait pas d'autre option. C'était moins que d'habitude, mais avec sa blessure, il a eu beaucoup de congés. Il a pensé, quoi? Moins que Dab? Bien qu'il soit juste un personnage de jeu, c'est son rapport à l'argent. Attendez, moins d'entretien et de dépenses? C'est normal. Julian aime l'art. Quoi? Paiement échelonné. Dernier paiement, 900 gnars. Il se demande, c'est tout? Julian est financièrement en difficulté. Il a besoin de bien plus de gnars pour acheter plein de pierres de lune. Julian n'a pas d'économie. Puis, il a dit, commandant Odwitz? Elle a demandé, quoi? Il a demandé, y a-t-il d'autres missions, par hasard? Elle a remarqué que c'était la première fois qu'il posait une telle question. Êtes-vous sûr d'avoir besoin d'argent? Non, désolé, mais elle l'informera dès qu'il y aura quelque chose. Elle lui a conseillé de ne pas acheter ce qu'il ne peut pas se permettre. Mais il l'a complètement ignoré. Il pensait qu'il ne serait pas aussi en colère s'il les achetait lui-même. Il a dit « D'accord ». Puis elle posa son visage sur sa main et dit que s'il vendait tout dans sa galerie, il pourrait acheter un château. Il se retourna et dit « Exactement ». Elle a demandé « Quoi ?» Il s'est retourné et a crié qu'il vendrait tout. Surprise, elle a dit qu'il devenait plus étrange avec le temps. Urgan. Le Conseil des Anciens a dit que ce monstre avait vaincu un démon. Même sans l'épée de la lune, il est dangereux. Il ne peut pas être contrôlé. Hayden. Le Conseil des Anciens a noté que c'était vrai. Ensuite, le travailleur s'inclina et dit « Monsieur Hayden, il l'escortera. » Il a dit qu'il devait parler de quelque chose. Puis il s'assit à la table et dit « Donc le Conseil des Anciens a toujours une mauvaise attitude envers Julian. » Lors de la dernière mission, il a battu un démon sans l'épée de la lune. L'ouvrier a confirmé cela et ajouté « C'est vraiment un monstre ». L'ouvrier a demandé s'il devait poursuivre la tâche qu'il lui avait confiée. Il le montra et confirma. Il attirerait ce monstre pour renforcer sa puissance. Plus tard, le directeur de la galerie ID Cosmos, en observant, pensa qu'il avait choisi de venir ici rapidement. Il ignorait s'il réussirait à vendre. Un employé arriva alors en courant et dit « Bienvenue, monsieur Julian ». Il lui serra la main et, souriant, ajouta qu'il était Perso, l'évaluateur de la galerie. Le protagoniste, souriant, le remercia d'avoir pris le temps de le recevoir rapidement. Il le suivit et demanda « Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est un honneur de servir le célèbre Julian de Shut Eyes. C'est la peinture que vous évaluez ?» Le protagoniste ôta la cape de la peinture. Perso, surpris, examina la peinture avec une loupe et dit que, d'après la technique, cela ressemblait à une œuvre de Caruccio. Vincent Mac regarda derrière lui et demanda « Est-ce le même ?» Puis il se retourna et dit « C'est un faux. » Le protagoniste se prit la tête et pensa « Julian, a-t-il acheté des peintures sans même les regarder? Devait-il apporter autre chose? » C'était à l'entrée, donc il pensait que c'était un chef-d'œuvre. Un tel faux pourrait nuire à la réputation de Julian. Perso a dit que c'était la première fois qu'il voyait un faux de telle qualité. Il voulait l'acheter. Le protagoniste a précisé que, même faux, il l'avait confirmé. Il était impeccable.
Que diriez-vous de 1000 gnars? Il pensait que c'était le moindre mal. Mais 1000 nars ne suffiraient toujours pas pour acheter les pierres de lune. Ensuite, le travailleur a dit qu'il rédigerait un contrat. Il pouvait regarder autour pendant qu'il attendait. Le protagoniste a dit « Bien sûr ». À ce moment, Eileen s'est approchée et a demandé s'il voulait vraiment conclure cet accord. Ce tableau était sûrement original. Julian la regarda surpris et lui demanda ce qui l'amenait. Elle répondit que c'était un original. Elle ajouta que son cousin a plusieurs œuvres exposées ici, mais que ce n'est pas le principal. Maintenant, Pearson s'inquiétait de ce qui se passait, et elle a dit qu'il y avait. Il n'y a pas d'artiste dans l'Empire qui maîtrise aussi bien les huiles, et cette signature dans le coin est sûrement celle de Carusius. Il a dit, l'air inquiet, que cela ne peut être. Il n'a pas vu la signature. Il a regardé cet expert avec colère et a demandé, alors il voulait le tromper? Il est tombé et, effrayé, a supplié qu'on lui pardonne. Il allait tendre la main, mais elle l'a attrapé et a dit fort qu'il devait s'arrêter. Des erreurs peuvent se produire lors des évaluations. Les gens font souvent des erreurs. Il pensa qu'il n'avait même pas remarqué comment il avait commencé à le menacer et avait presque pointé son épée vers lui. On ne peut pas faire une telle scène devant tant de gens. Il retira sa main, acquiesça et dit que les gens pourraient le prendre pour un méchant. Il demanda avec un regard effrayant comment évaluerait-il ce tableau maintenant. Perso s'agenouilla devant lui et demanda pardon à voix haute. Tremblant de peur, il ajouta que si c'était vraiment un original, la galerie ne pourrait pas l'acheter. Même en vendant tout, il n'aurait pas assez. Le protagoniste ricana, posa sa main sur son épaule et dit qu'il devrait bien réfléchir à où son incompétence pourrait l'amener. La vie. Maintenant, ils avaient un souci pour gérer le tableau. Eileen a proposé son aide. Il se tourna vers elle et demanda « C'est vrai ?» Elle soupira, hocha la tête et dit qu'elle connaissait quelqu'un qui achèterait sûrement n'importe quelle peinture de Carusius. Il y réfléchit et elle dit qu'en retour, elle aurait 2 conditions. Il ne punira pas cette personne ici. Il accepta et pensa qu'il n'avait de toute façon pas l'intention de le faire. Elle cacha son visage derrière son éventail, gênée, et dit qu'elle voulait aussi son aide pour quelque chose. Cette affaire nécessitait son intervention. Il accepta, disant qu'il n'avait de toute façon rien en cours. Ils se serrèrent la main, d'accord, et elle précisa qu'il ne devait pas se méprendre. Elle ne l'aidait pas par sympathie. C'était en retour de son aide à Julien, car elle n'aimait pas être redevable. Il sourit, signifiant que c'était son tour de rendre l'appareil. Que voulait-elle de lui? Elle mentionna un monstre qui avait attaqué un garde tard la nuit. Elle a dit qu'un fantôme n'était qu'une rumeur d'étudiants. Plus tard, à l'Académie Viel, dans le couloir du vieux bâtiment, Eileen a mentionné que le corps enseignant ne l'avait pas pris au sérieux au début. Vers minuit, des bruits étranges ont émané du vieux bâtiment et plusieurs gardes ont été blessés. MC, confus, a demandé « Si ce n'était pas un fantôme, alors quoi ?» Elle a dit sérieusement qu'elle pensait que c'était un démon. Il a demandé si elle croyait qu'un démon avait pu entrer à l'académie. Elle a hoché la tête, affirmant que l'académie était bien protégée contre les démons, mais qu'ils avaient pu entrer par une brèche quand la pierre de résonance était affaiblie. Dernièrement, la situation devenait tendue et peu de gens voulaient faire des patrouilles nocturnes. Elle voulait régler ça, mais ce n'était pas si simple. Hardy Godfrey, professeur à l'Académie VL, s'est approché et a demandé si elle avait choisi de demander l'aide de quelqu'un d'autre. Il l'a appelé par son nom et a dit que c'était un honneur pour lui de le rencontrer. Elle le regarda mécontente et demanda s'il ne l'avait pas vue. Peut-être devrait-il la saluer. Il sourit et demanda s'ils étaient vraiment assez proches pour échanger ses politesses. Elle a aussi fait appel à quelqu'un d'intéressant. Elle a dit que c'était pour la sécurité de l'étudiant. Il était le meilleur pour gérer le démon. Il a dit que si elle voulait se débarrasser de l'étiquette d'une famille secondaire, elle devait faire plus d'efforts. Elle a répliqué avec un sourire narquois que c'était plutôt à lui d'essayer. Devrait-elle lui rappeler qu'il a à peine réussi sa dissertation la dernière fois? Il ferait mieux de se concentrer là-dessus plutôt que de perdre son temps. Il s'est indigné, disant que les déchets des familles Umbranch ne connaissent pas leur place. Furieuse, elle demanda fort ce qu'il avait dit. Julian s'approcha et saisit son épée sans un mot. Eileen lui demanda d'arrêter et se demanda s'il avait dégainé. Était-il furieux à cause de l'insulte envers les familles Branch ou à cause d'elle? Il n'a pas répondu et brandit son épée, les terrifiant tous. Il donna un coup puissant, détruisant le mur, et ils virent le démon caché dedans. Avec un visage calme, il attaqua les démons avec son épée, mais un cri fort attira son attention. Hardy, terrifié, a dit qu'il devait le sauver. Un démon était sur son dos. Il était vraiment effrayé en voyant plusieurs monstres proches. Le protagoniste, souriant, a dit que les démons se fichaient de savoir s'il était de la famille principale ou secondaire. Ils attaqueraient n'importe qui sans pitié. S'il voulait survivre, il ferait mieux de supplier les membres de la famille Branch pour de l'aide. Il tua un petit monstre à côté de lui d'un coup d'épée et dit qu'il ne devait pas être si dramatique. Eileen, sérieuse, pointa du doigt et lui dit de regarder. Ils virent de nombreux petits démons se rassembler et grandir.
Le démon, totalement changé et effrayé, s'enfuit vite de la scène. Lui, avec un sourire, canalisa de l'énergie dans sa lame et dit que c'est donc leur vraie forme. Ces monstres faibles qui se rassemblent et essaient de créer des problèmes, c'est presque drôle. Le monstre a essayé de l'attaquer avec sa patte, mais il a esquivé et brandi son épée. Il s'est approché et a tranché la tête du démon avec son épée. Il observait, pensant que les démons sortaient et que le corps principal rétrécissait. Il chargea et donna plusieurs coups d'épée rapides. Aileen se tenait à côté et créa une barrière frappée par des pierres. Il tua le démon et rengaina son épée quand il s'effondra. Elle répara le mur avec magie et demanda comment il savait pour les démons. Il sourit et dit que c'était un secret. Il pensa qu'il ne pouvait pas révéler qu'en utilisant le négatif de couleur sur Hardy, il avait découvert une couleur inconnue. Personne ici ne comprendrait le jeu. Elle a souri en disant que même lui méprisait les familles secondaires. Cela l'a choqué. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, et elle lui demanda s'il ne se souvenait pas de ses propres mots. Il l'avait appelée demi-donate. Elle trouvait étrange d'entendre cela de quelqu'un qui s'était toujours soucié de sa carrière et qui, soudainement, défendait un représentant d'une famille secondaire. C'était comme s'il était redevenu la même personne qu'il était à l'académie, pensa-t-il avec un air légèrement inquiet. Elle lui en voulait donc pour ses mots? Elle a dit que les autres avaient peur de lui, donc il ne dirait jamais rien directement. Mais son mépris pour les familles secondaires était habituel pour elle. Il a dit calmement que peu importe la famille, le sang est de la même couleur. Puis il a mal parlé. Aileen était gênée par ce qu'elle a entendu et pensé. S'est-il excusé? Elle le remercia, légèrement gênée, et il lui demanda pourquoi. Elle répondit, un peu mécontente, qu'elle était reconnaissante qu'il ait satisfait sa demande. Ensuite, elle a fini de restaurer le mur, a essuyé la sueur de son front et a souri en disant qu'elle avait enfin terminé. Maintenant qu'il l'avait aidé avec le démon, elle allait le présenter à l'acheteur du tableau. Peu après, il rencontra l'homme au bureau qui commença à examiner le tableau. Il dit avec un sourire qu'il n'aurait jamais pensé voir un tel chef-d'œuvre de son vivant. Il s'est assis en face avec un sourire et a demandé son avis. Cette œuvre de Corusius n'avait jamais été montrée. Les vignobles rouges, Alram Chorny, le vice-doyen de l'Académie de Vielle, a dit en souriant que les champs de blé oscillaient sous les nuages sombres et que des corbeaux noirs volaient haut. Julian, avec un visage calme, pensait comprendre l'art. Pour lui, tout était pareil. Il a dit que derrière les champs de blé, on voyait des routes menant nulle part. Il ignorait ce qui se cachait derrière. Ce tableau dégageait de la solitude, car l'artiste voulait montrer sa tristesse à son jeune frère. Il a envoyé ce tableau à son frère, qui l'aidait financièrement, avec une lettre. La première ligne disait « J'ai mis tous mes chagrins et ma solitude dans ce tableau ». Il le regarda avec une expression perplexe et se demanda si tout était vraiment lié. Il acquiesça et dit qu'il avait tout dit correctement. Alram le regarda avec une expression mécontente. Il l'a remarqué et a pensé que c'était la couleur négative. Pourquoi était-il soudain méfiant envers lui? Y a-t-il un souci avec le tableau? Ce n'est pas possible. Vu sa réaction et celle d'Aileen, c'est sûrement un original. Pourquoi le soupçonne-t-il? Alram l'a contacté pour vérifier s'il connaît vraiment ce tableau. Honnêtement, il semble qu'il soit venu ici juste parce qu'il avait besoin d'argent. Il paierait un prix juste et achèterait le tableau. Mais il préfère traiter avec ceux qui comprennent la valeur. Le protagoniste pensait que dans ce cas, il ne pourrait pas le vendre cher, même s'il concluait un accord. Il semblait dire que c'était sa dernière œuvre. Il a dit que Carusius est mort peu après avoir terminé ce chef-d'œuvre. À cause de cela, la peinture a encore plus de valeur. A-t-il raison? Il soupira, acquiesça et dit que l'artiste avait vraiment capturé le lieu de sa mort. Il semble qu'ils connaissent bien. Il s'excuse pour le malentendu. Ensuite, peut-être discuter du prix. Il a accepté et était content que ça ait marché. Alram lui montra 4 doigts et lui demanda ce qu'il pensait d'un tel montant. Il pensa que 40 000 nars n'était pas mal, mais peut-être devrait-il marchander un peu plus. Il a souri légèrement en disant que c'était une œuvre marquant le début de l'âge d'or. Juste après sa mort, il devait saisir la valeur de ce tableau. Il a dit que dans ce cas, il ajouterait 100 000 nars de plus et cela ferait 500 000. Cela semblait être un prix raisonnable. Il était très surpris par ce qu'il avait entendu et se demandait si le taux de change était égal au dollar, alors cela ferait environ 500 millions de won. Ce tableau valait-il vraiment autant? Alram l'a tiré de ses pensées en l'appelant par son nom, et il a souri, disant qu'il voyait maintenant qu'il comprenait bien la valeur de ce tableau. C'était génial. Il a accepté de conclure un accord. MC pensait qu'il disait que la galerie ne pourrait pas se le permettre même si tout était vendu. Maintenant, il comprenait ce qu'il voulait dire. Il s'excuse auprès de son personnage d'avoir douté de son sens artistique. Peu après, Aileen entra dans le bureau et demanda au député s'il l'avait appelé. Il se tourna vers elle, l'appela par son nom et lui dit qu'elle pouvait entrer et s'asseoir. L'incident dans l'ancien bâtiment. Elle acquiesça et dit que tout était résolu. Il versa du thé dans une tasse par magie et dit qu'il s'en était inquiété. Quel soulagement. Était-ce difficile à gérer?
Elle se rappela Hardy avec un air mécontent, mais sourit en disant que tout s'était passé sans problème particulier. Il observa la tasse et s'excusa de l'avoir chargée d'un tel travail. Ce qu'il lui a dit devait rester secret. Il était probable que cet incident soit l'œuvre de la Société de l'Aube. Elle fut surprise et demanda pourquoi ils avaient besoin de l'Académie. Alram a dit qu'il ignorait la raison, mais qu'il y avait des preuves évidentes. Apparemment, ils ont profité de l'affaiblissement de la pierre de résonance. Nous devons garder cela secret pour éviter la panique chez les étudiants. Elle buvait du thé avec un air inquiet et pensait que la Société de l'Aube était un groupe vénérant des démons récemment apparus dans l'Empire. Pourquoi attaquerait-il l'Académie? Il a dit qu'elle ne devrait pas trop s'inquiéter. La sécurité a été renforcée et ils feront tout pour protéger les étudiants. Eileen acquiesça et dit qu'ils s'en étaient sortis grâce à Julian. Elle regarda le tableau et demanda si leur rencontre s'était bien passée. Il a ri, acquiescé et dit que grâce à ça, il avait obtenu le chef-d'œuvre. Elle a souri et dit qu'elle voulait le remercier pour son aide contre les démons, mais il semblait qu'il était parti tôt. Il a acquiescé et dit qu'après avoir reçu le paiement, il est parti vite. Il a parlé d'une pierre de lune, il semblait qu'il en avait besoin en grande quantité. Elle fut surprise par ce qu'elle entendit et demanda à voix haute « A-t-il parlé d'une pierre de lune ?» Elle devait partir d'urgence. Il resta dans son bureau et dit que les jeunes étaient toujours pressés. Après un moment, elle est entrée dans l'établissement, mais l'employé s'est incliné et s'est excusé. Eileen, inquiète, a dit qu'elle était sûre qu'il y en avait assez. L'employé a dit qu'il en avait acheté plus que prévu. Elle a demandé alors « Quand reviendrait-il » Il a répondu que cette fois, cela prendrait plus de temps. Elle, insatisfaite et inquiète, dit qu'elle en avait besoin pour ses recherches. Elle pleura et cria son nom. Au même moment, un forgeron nommé Ruger Orland de la forge Twilight Flame demanda si cela signifiait qu'il devait forger une épée avec cette pierre. Le protagoniste accepta, tenant des pierres avec un grand sourire, et demanda s'il pouvait forger une épée ressemblant à un clair de lune. Le forgeron dit que ce n'était pas une épée mais juste une déco. Son honneur ne lui permettrait pas de faire une telle chose. Il a dit avec un petit sourire qu'il allait l'utiliser pour son usage prévu. Cependant, il a tout de même refusé, et a déclaré haut et fort que ce n'était rien de plus qu'un bibelot coûteux. Il devrait voir le dessin lui-même. Ça ne peut pas être une arme. S'il veut un luxe pour lui, qu'il cherche ailleurs. Twilight Flame forge uniquement pour les chevaliers. Juste des épées comme celles que Sir Reich a jadis voulu. MC a dit vouloir graver un canal de mana dans son épée. Il se pencha vers lui, visiblement mécontent, et déclara que même dans ces circonstances, incruster une pierre de lune à la base d'une épée est une pure idiotie. On ne peut pas combattre efficacement avec une épée composée d'une pierre précieuse plus fragile que le métal ordinaire. Il y pensa, mais une fille s'approcha, s'excusa et dit qu'ils fabriquent des épées qui représentent leur forge. L'emblème de leur forge est sur chaque épée, donc si l'une se casse facilement, cela nuirait à leur réputation. Il réfléchit et trouva que c'était un souci. Il voulait la forger ici car l'épée de Hayden Reich venait de cette forge. Avec un sourire, il dit qu'il veillerait à ce que cette épée ne se casse pas facilement. Ruger a demandé si c'était possible. Il a hoché la tête et a dit que s'il ne le croyait pas, il pouvait avoir confiance en ses compétences. Il a posé un sac d'argent sur le comptoir et a dit qu'il devait d'abord forger l'épée. C'était plus que le tarif habituel. Si l'épée se cassait pendant les tests, il ne réclamerait pas l'argent ou les matériaux. Il le regarda, incrédule, se demandant s'il était vraiment si sûr. Il inspira profondément, accepta et dit que si l'épée se cassait, il ferait comme si la commande n'avait jamais existé. Quelques jours après, il finit de forger l'épée, la lui donna et dit la voici. Leurs meilleurs forgerons ont travaillé sans relâche. Ils ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Peut-il vraiment manier cette arme? Julian prit l'épée en souriant, et le système indiqua que la technique d'épée parfaite était activée. Il hocha la tête et demanda « On commence le test ?» Ensuite, il est sorti et a souri en disant que beaucoup de gens étaient là. La fille, confuse, a dit que tout le monde était simplement curieux. S'il se sentait mal, elle pouvait demander à tous de partir. Il a refusé et est resté. Ruger l'a appelé, disant que cette armure était spécialement faite pour le test. Il fut surpris en le voyant et dit que ce n'était pas une armure ordinaire. Il acquiesça et ajouta que l'épaisseur n'était que de 1 cm. C'était presque comme un morceau d'acier. Puisqu'il faisait un test, tout devait être fait correctement. Il devait essayer de le couper. Il a ri avec un sourire et a dit qu'ils étaient bien prêts. Il a pris l'épée d'où émanait une énergie forte, a acquiescé et a dit qu'une cible facile ne serait pas intéressante. Il l'a observé de côté et a dit que même s'il activait l'épée de la lune, une telle structure ne tiendrait pas. Il leva l'épée au-dessus de sa tête et sentit qu'elle était différente, comme si elle avait trouvé sa voie. Il brandit l'épée et libéra une vague d'énergie puissante qui détruisit l'armure. Tout le monde était choqué et pensait qu'il retenait le mana débordant dans l'épée, le faisant tourner sans cesse. Le protagoniste sourit largement, pensant que c'est ça, une vraie épée de la lune. La fille, surprise, a dit qu'il n'avait pas vraiment fait d'effort. Pourtant,
L'armure forgée par eux s'est brisée. Il a souri et demandé « Qu'en pense-t-il maintenant ?» Le système a notifié que l'épée de lune inachevée était devenue une épée de lune. Il était content et pensa en souriant qu'il y avait mis beaucoup d'aura. Mais l'épée n'avait même pas une égratignure. C'est l'épée de lune parfaite. Il a enfin réussi. Rugger a dit qu'il semble l'avoir sous-estimé. MC a rengainé son épée et a dit que parfois il vaut mieux montrer que d'expliquer. Il a ajouté qu'il devrait se souvenir, cependant, que si l'épée se casse, sa réputation sera également ruinée. Il a souri et a dit qu'il s'en occuperait. Plus tard, Hayden est venu à la forge et a mentionné que l'armure de la forge de la flamme du crépuscule avait été coupée très proprement. L'a-t-il vraiment fait? Il se retourna et dit qu'il semblait être là. Il ramassa un morceau de l'armure brisée et dit qu'il ne pouvait pas sentir son aura. C'était incroyable, une aura juste pour couper. Il voudrait voir comment il a fait. Rina le fixa, se demandant pourquoi il parlait de ça. Il lui demanda si elle pensait à Julian. D'ailleurs, ils avaient récemment été en mission ensemble. Comment a-t-il fait? Elle a dit avec un regard un peu insatisfait qu'il était fort. Il a demandé, mais elle n'a rien vu de spécial. Elle ne le comprenait pas et lui demanda de quoi il parlait. Il demanda avec une expression sérieuse si elle aimait quelqu'un de la Société de l'Aube. Elle fut surprise par cela et demanda s'il pensait qu'il était membre de la Société de l'Aube. La nuit, il marchait dans la rue avec un sourire satisfait et portait 2 épées à sa ceinture. Il pensait qu'il avait l'impression de devenir de plus en plus comme ce personnage. Cependant, il ne doit pas oublier que son objectif est de retourner dans son monde. Il ne peut pas vivre dans ce corps pour toujours. C'est exact. Ce monde finira un jour. Autrement dit, la fin du jeu quand Hayden empêche le roi démon de naître. Ce n'est pas sur la mort de son personnage. Ça doit être stoppé. Quand dans l'histoire, maintenant, on dirait que la Société de l'Aube devrait apparaître clairement. Ils sont un groupe d'hérétiques prêts à tout pour ressusciter le roi démon Barbatos. Hayden et Rhys sont des ennemis jurés. Surtout pour elle, car son père a été tué par la Société de l'Aube. Il veut les rejoindre, mais ce ne sera pas simple. Comme dans le jeu, devrait-il s'allier à la Société de l'Aube pour des infos? Il a pris son épée et le système a indiqué que le trait Instincts incroyable était activé. Il demanda sérieusement « Qui est là ?» Ne voyant personne, il se demanda s'il avait rêvé. Ce n'était pas le cas. L'aptitude a marché. Il sourit, disant qu'il ignorait qui c'était, mais qu'il avait déjà perçu leur mana, alors qu'il devrait en se montrer. 2 personnes encapuchonnées s'avancèrent. Il a ri, disant qu'il semblait qu'ils s'étaient déjà croisés. En les regardant, il pensa se souvenir qu'elle maîtrisait la magie noire à un niveau très élevé. Élénore de Michel, évêque de la Société de l'Aube. Il devina qui était à ses côtés, l'ennemi juré de Hayden. Il l'appela par son nom avec un sourire et dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Elle rit, commença à retirer sa capuche et dit qu'il était surprenant qu'il l'ait reconnu même sous cette forme. Comme on pouvait s'y attendre de lui, il a dit avec un sourire qu'il avait même deviné pourquoi ils étaient là. Elle a applaudi avec un air joyeux et a dit que puisqu'il connaissait déjà leurs intentions, la conversation irait plus vite. Elle serait contente s'il répondait vite. Le protagoniste, un peu inquiet, pensait qu'il ignorait tout car il bluffait simplement. Il a dit qu'il aimerait y réfléchir plus longtemps. Elle a répondu que cela semblait difficile. C'est lui qui a contacté la Société de l'Aube en premier et leur a fait une offre, n'est-ce pas? Il a aussi dit qu'il voulait les rejoindre. Avec un air inquiet, il pensait que les choses n'étaient pas allées si loin. Résoudre des problèmes pour ce personnage était déjà devenu une routine. Peu importe le chemin choisi après sa défaite contre Hayden, il enviait les pouvoirs du démon et a rejoint la Société de l'Aube. Cependant, il n'était pas obligé de le faire tout de suite. Il a demandé s'il y avait une limite de temps pour adhérer. Elle a dit qu'il n'y en avait pas et a demandé. Il comprend qu'ils peuvent l'interpréter autrement, non? Et s'il s'en sert comme prétexte pour les piéger? Peut-être que son envie de rejoindre n'est qu'un prétexte. Après tout, il est un chien fidèle de l'Empire. Les yeux fermés, il pensa avec un air inquiet qu'il le soupçonnait. Il n'était pas là pour enquêter. S'il rejoignait et se faisait attraper, ce serait sa fin. Cela mènerait au pire dénouement possible. Si Hayden découvrait qu'il avait rejoint la Société de l'Aube, cela se terminerait par la mort de l'un d'eux et les 2 options étaient mauvaises. Ensuite, il ne sortirait jamais de ce jeu. Que faire maintenant? Il a dit qu'il n'avait jamais imaginé être soupçonné de ça. Eleanor a dit qu'il en savait trop. S'il tentait de fuir, elle ne finit pas sa phrase et l'homme à côté ajouta qu'il ne le laisserait pas partir. Il se dirigea vers le MC, pensant que Monsignor, unité de combat de la Société de l'Aube, surpassait les nuits ordinaires. Il retira son manteau et dit fort qu'il devait se décider vite. Sinon, Pelcor le poing de fer l'écraserait. Il montra son visage et demanda « Il se rappelle cette cicatrice, non ?» Il l'a laissée sur lui et ça fait toujours mal. Il semblait inquiet, se demandant si c'était encore son personnage qui faisait ça. Ses pitreries l'épuisaient vraiment. Il le regarda calmement et dit que cela signifiait qu'ils s'étaient déjà croisés. Il s'excusait car il ne pouvait pas se souvenir de quelque chose d'aussi insignifiant. Il masqua son inquiétude avec un sourire, pensant qu'en continuant à l'imiter, il aurait sûrement des ennuis.
Pelkor sortit de son champ de vision à une vitesse folle, arriva derrière et dit qu'il verrait combien de temps il pourrait continuer ainsi. Le système notifia que le trait d'épéiste exceptionnel était activé. Julian dégaina son épée et bloqua le coup avec son poing. Il semblait inquiet, pensant avoir pris une vieille épée en fer au lieu d'une épée de lune. La mémoire musculaire l'effrayait maintenant. Il devait juste tenir aussi longtemps que possible. Puis, ils ont échangé des coups très vite, mais aucun n'a pu causer de blessures graves. Son épée se fissura, mais il recula d'un bond, trouvant cela trop risqué. Il devait se regrouper. Pelkor le fixa en souriant, s'approcha vite et balança son poing. Il a frappé fort, le projetant contre le mur. Il a ri fort et a demandé comment il se sentait après avoir été battu par quelque chose d'insignifiant. Il était encore conscient, serrait les dents de colère et se demandait pourquoi il devait affronter cela. Il en avait assez de souffrir pour des choses qu'il n'avait même pas faites. Une énergie puissante enveloppa son corps et il se releva. Il le fixa et demanda s'il pouvait encore bouger. Eleanor, un peu inquiète, dit qu'il devrait patienter. Quelque chose clochait ici. Le système a notifié que les émotions étaient à leur comble. Le protagoniste les fixa, furieux, et dit que cela l'énervait. Le système a notifié que l'intuition unique de l'œil était activée. Avec un grand sourire, il a commencé à sortir son épée du fourreau, enveloppée d'une énergie rouge. Elle le fixa, se demanda. Quelque chose avait changé. Pelkor demanda inquiet. Qu'est-ce qui clochait avec son épée? Il va briser cette épée aussi. Il n'a pas eu le temps de réagir, car il a brandi son épée et libéré une énergie forte. Choqué par ce qui s'est passé, il a vu les blessures sur sa main et crié de douleur. Il se tenait devant lui, souriant largement, tenant l'épée. Très en colère, il courut vers lui et attaqua avec son poing. Il esquiva le coup, contre-attaqua avec l'épée, y mettant une énergie forte. Cela lui a laissé une blessure sur le torse et il a crié de douleur. Encore plus en colère, il attaqua de nouveau avec son poing et dit fort qu'il devait partir. Il esquiva aisément l'attaque et frappa encore avec l'épée. Pelkor tomba à genoux, effrayé, pensant « c'est donc sa vraie force ». Makri largement en le regardant et pensa au sang, à la sensation de couper la chair, et à l'horreur dans les yeux de son adversaire. Pour une raison quelconque, il se sentait très bien. Le système l'informa du trait des yeux perçants. Seules les personnes aux yeux étroits peuvent l'utiliser. Il se manifeste seulement lors de fortes émotions. Les capacités physiques s'améliorent et il voit aussi plus qu'avant. Pelkor s'agenouilla devant lui, le suppliant d'arrêter. Le système l'informa qu'il devenait très agressif. Il brandit son épée avec un sourire malveillant et demanda « Que se passe-t-il s'il ne veut pas cela ?» Il le frappa avec l'épée, l'appela par son nom et dit que le surnom de main de fer ne lui convenait plus. Il leva la tête, le saisissant par les cheveux et lui, effrayé, demanda grâce. Eleanor l'enlaça par derrière et demanda s'il pouvait arrêter là. Elle utilisa l'énergie sombre et le système indiqua que le trait des yeux perçants était désactivé. Ses mains tremblèrent et il se demanda s'il avait causé cela. Les personnages aux yeux étroits deviennent souvent plus puissants en ouvrant grand les yeux. Cependant, le caractère de son personnage devenait incontrôlable. C'était trop risqué. Il se tourna vers elle et demanda en souriant « N'était-ce pas lui qui avait initié ?» Elle continua avec la magie noire, acquiesça et dit qu'il était impoli. Il demanda, mais elle le fixait. Elle canalisa de l'énergie sombre en lui d'une main, soigna pelure de l'autre, et dit que quand il le battait, elle n'était pas intervenue non plus. Il pensait que, à cause de cette magie, il ne pouvait pas bouger. Elle se pencha vers lui et dit qu'après cette bataille, son estime à ses yeux avait grandi. Ne perdez pas de temps, il doit les rejoindre. Le système a dit que le trait est une marque de naissance. Le sexe opposé tombe vite amoureux. Elle a demandé s'il risquait quelque chose. Julian a posé sa main sur son épaule, a hoché la tête et a dit qu'il voulait quand même y réfléchir encore un peu. Il a commencé à partir et elle a pensé, mécontente, que comme lors de leur première rencontre au palais, son trait n'avait pas marché sur lui. Elle a crié son nom et demandé comment c'était. Quelque chose avait-il changé depuis qu'il avait fait cela à son œil? Pelkor refusa et dit qu'à part cela, il était plus furieux. Elle dit qu'elle le pensait aussi. Les rumeurs sur la perte de mémoire étaient fausses. C'est un test personnel. Elle espère qu'il ne le dira pas aux autres évêques. Il a accepté avec une expression embarrassée, et elle a pensé avec un air insatisfait qu'après tout, son trait ne fonctionne pas seulement sur lui. Un peu plus tard, le protagoniste s'est allongé dans sa chambre, ses mains tremblèrent de fatigue, et il a pensé qu'il s'était sorti de cette situation uniquement grâce à ses nouveaux yeux. Mais il ne peut pas compter là-dessus. La Société de l'Aube n'est pas simple. Que faire? S'il rejoint la Société de l'Aube, Aiden le tuera et il ne pourra pas retourner dans son monde. Cependant, s'il les dénonce, les membres de la Société de l'Aube cachés dans le palais se débarrasseront de lui. Pourtant, il doit les rejoindre. Il collectera autant d'infos que possible et verra la fin où il arrête la résurrection du roi démon de sa propre main. C'est le seul moyen de rentrer chez lui. Plus tard, il est arrivé au monastère de Genmal et a pensé que l'église du dieu soleil a le plus de fidèles sur le continent de Rosenda. Le monastère est lié à eux. Les gens le fixaient, inquiets, demandant pourquoi lui, qui ne croit pas en Dieu,
était là. Il venait sûrement pour tuer quelqu'un. Le ministre de l'Église, inquiet, a demandé pourquoi il était là. MC a souri et dit qu'il venait voir l'abbé. Il était préoccupé, pensant que personne n'avait été prévenu. Une nonne s'approcha, souriante, disant qu'elle l'emmènerait. Il devait la suivre. Il la fixa, pensant qu'une escorte avait été envoyée à temps. Ils marchèrent vers un lieu désert. Une énergie sombre émana d'elle, et elle dit qu'il était arrivé plus tôt que prévu. Honnêtement, elle pensait qu'il refuserait. Il appela Eleanor avec un sourire et dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il pensa qu'elle avait enlevé le sort de camouflage juste devant ses yeux. Il sourit, disant qu'ils étaient audacieux. Cacher la base de la Société de l'Aube dans un monastère. Elle se tourna, sérieuse, et dit que l'archevêque l'attendait. Lui, il lui a demandé d'être poli. Il a souri et dit qu'il y réfléchirait. Il pensa qu'elle était bien plus prudente que lors de leur dernière rencontre. Est-ce à cause de la présence du chef de la Société de l'Aube? Ils sont entrés. Les gens le fixaient, disant que c'était bien lui. Donc, il avait vraiment choisi de venir. Le chef masqué du culte le regarda et demanda en souriant. Apparemment, c'est Julian. Il le regarda avec un sourire et pensa que même s'il était appelé le chef du culte, il ne semblait pas du tout démodé. En réalité, c'était un simple paysan choisi par une relique sacrée. La chef de la Société de l'Aube Ténelron, Eleanor Nelm, l'appela et lui dit de s'agenouiller devant l'archevêque. Il la regarda en souriant et demanda pourquoi faire ça. Inquiète, elle demanda s'il n'était pas avec eux. Il devait prouver sa loyauté. Il a ri et a dit qu'il n'était pas venu ici parfois. Il était là pour établir des partenariats. Il pensait que devenir dévot était insensé pour son caractère. Mieux vaut agir avec assurance. Il a dit qu'il voulait de son pouvoir et qu'il avait besoin du pouvoir du Dieu qu'ils adoraient. Les autres étaient outrés et ont demandé comment il osait. Un monstre arrogant montrant sa fierté. Ténelron leva la main et dit qu'il devait arrêter. S'il proposait un partenariat, alors pas besoin d'une telle attitude. Tous, sauf lui et Eleanor, devaient partir. Ils ont accepté et ont quitté la salle. Une fois parti, il a ri et dit qu'il était aussi incroyable que les rumeurs le disaient. Il a commencé à lui tapoter l'épaule et a dit avec un sourire que c'était merveilleux. Il aimait même mieux cela ainsi. Il s'est écarté et a dit qu'il devrait en venir avec lui. Il voulait lui montrer un truc. Seuls les évêques peuvent accéder ici. C'est parce qu'il y a une relique sacrée. Pourquoi lui montre-t-il cet endroit? Le protagoniste l'a suivi, disant qu'il ignorait cela. Il a ajouté qu'il ne voulait pas simplement le laisser partir comme ça. Sinon, il deviendrait leur ennemi. Mais collaborer avec la Société de l'Aube, c'était excitant. Il a souri et demandé s'ils accepteraient en qu'il soit juste un allié, pas un adepte. Il a accepté et a dit qu'il lui donnerait le rang d'évêque. Ensuite, il pourrait utiliser le pouvoir de la Société de l'Aube. Eleanor était très surprise et a dit que c'était trop soudain. Il a souri, disant que c'était une attitude parfaite pour le héros du Front Nord. Elle voulait s'opposer, mais il l'a appelée par son nom et a demandé si elle doutait de ses choix. Elle s'excusa. Ténelron l'appela et demanda si c'était assez. Il acquiesça en souriant et remercia l'archevêque. Ils entrèrent dans une salle avec une fontaine surmontée d'une coupe. Il a ri, disant que c'était super. Puis, puisqu'ils étaient là, il lui montrerait quelque chose. Il l'a regardé, un peu surpris, et a demandé si cette coupe dorée était une relique. Il se tenait dans la fontaine, acquiesça et dit que cet objet l'avait choisi. Il le regarda de côté et pensa que cette relique sacrée était une coupe démoniaque. Un objet pouvant reconstituer Barbatos de ses fragments. Il tendit la main vers la coupe et en sortit une corne démoniaque. Ensuite, après, il se retourna et demanda « On ne voit pas souvent ça, n'est-ce pas? Avec cette relique, il peut créer des cornes démoniaques, source de leur pouvoir. Impressionnant, non ?» Il l'a observé, pensant que c'était sa première fois à voir sa création. Pourtant, il sait bien de quelle relique il s'agit et l'effet des cornes. S'il l'utilise, il a sûrement appelé le MC par son nom. Il a cessé d'y penser, a hoché la tête et a dit que c'était vraiment impressionnant. Avec cette corne, il pourra utiliser le pouvoir démoniaque. Ténelron hocha la tête, affirmant qu'il était au bon endroit. La corne serait sûrement une étape vers son rêve. Rêve. Il lui tendit la corne en souriant et dit que puisqu'il le disait, elle était à lui maintenant. Il prit la corne, confus et inquiet, se demandant s'il venait vraiment de la recevoir.